Bonjour à tous, alors je vous invite juste avant de commencer, vous pouvez scanner ce petit QR code, il y aura un petit questionnaire à la fin de la présentation. Je ferai des petites démonstrations en direct sur la base de petites questions auxquelles vous aurez répondu là-dessus. Donc voilà, vous pouvez jouer le jeu, ça prend 10 secondes. Donc bienvenue en tout cas pour cette matinée consacrée à l'intelligence artificielle. L'objectif ici ce matin c'était de vous faire une petite séquence de présentation sur ce qu'est l'intelligence artificielle à travers des cas d'usage très concrets, parce qu'on entend beaucoup parler, hein, on voit que ça intéresse vu le nombre que vous êtes ce matin. Donc l'idée c'était vraiment de pouvoir aborder ce sujet-là à travers des exemples assez concrets du quotidien. Alors je me présente tout d'abord, je vais vous parler pendant 2 heures, donc moi je m'appelle Léo. Léo Auboin et j'ai monté une société de conseil en stratégie digitale il y a 5 ans qui s'appelle Léo. Je suis consultant indépendant. En gros je me positionne en partenaire stratégique pour des dirigeants d'organisations, de PME traditionnelles qui sont un peu dépassés par le digital. Il n'y a rien de négatif quand je dis dépassé par le digital. Aujourd'hui, vous le savez, hein, le digital, ça fait partie de nombreux sujets que vous êtes amenés à traiter en tant que dirigeant d'entreprise. Le biais du numérique, c'est que en fait, ça paraît simple, on est tous utilisateurs à travers nos terminaux. Ça paraît très simple, mais pour que ce soit aussi simple, c'est très compliqué en fait. Et quand on est dirigeant d'entreprise, on ne peut pas comprendre tous les tenants aboutissants de projets comme ça. Donc c'est vraiment moi là où j'interviens. C'est pour essayer d'apporter de la simplicité dans les process et dans les projets digitaux. Comment je fais en fait? J'accompagne mes clients en leur apportant de la clarté déjà, en leur expliquant, en essayant de leur montrer d'où ils sont, où on peut aller, avec qui on peut le faire, avec quelles solutions technologiques. De la méthode, c'est-à-dire comment on peut faire, et après un soutien opérationnel dans le déploiement des projets. Ça fait plus de 15 ans que je fais ça, 5 ans en indépendant, et j'ai eu l'occasion justement d'évoluer dans plusieurs environnements de travail différents, en agence, dans le public, dans des startups, dans des grands groupes, dans du conseil, bref. Donc voilà rapidement qui je suis. Et ce matin, en fait, je parlais de clarté, c'est exactement le sujet de la matinée, c'est vous apporter un peu de clarté sur ce qu'est l'intelligence artificielle. Il y aura 3 enjeux. Le premier, de vous faire comprendre de quoi on parle exactement, parce qu'on entend beaucoup de choses sur l'IA et au final, on a un peu du mal à déceler le vrai du faux. Le deuxième point, j'aimerais bien vous sensibiliser aussi aux enjeux des prochains mois et des prochaines années. Enfin, je parle plutôt des prochains mois, parce que ça va très très vite, vous allez le voir. Et après, vous montrer des cas concrets. Et vous montrer aussi la voie pour bien l'utiliser, que ce soit au niveau individuel ou au niveau collectif dans vos entreprises. Alors, de quoi on parle en fait? Quand on parle d'intelligence artificielle, l'IA, c'est de la simulation par l'ordinateur de l'intelligence humaine. D'accord? C'est assez simple pour le coup. L'objectif, c'est de reproduire des comportements humains comme le raisonnement, la planification, la créativité, l'analyse. C'est ça l'IA. C'est assez simple en fait, on essaye de reproduire des traits qui nous caractérisent nous en tant qu'humains grâce à l'outil informatique. Et c'est pas un outil, il n'y a pas une IA, en fait c'est une suite, c'est comme un couteau suisse en fait. Il y a plein d'outils pour plein d'usages différents, on va le voir. Donc ça c'est simple. Et en fait on a l'impression que c'est un peu nouveau, parce que là aujourd'hui vous voyez le sujet intéresse beaucoup. Je pense que j'aurais fait la même conférence il y a 3 ans, on aurait été 2 ou 3 dans la salle. Et en fait c'est pas un sujet récent, l'IA. C'est un sujet qui remonte aux années 50. Premier truc, c'était Turing qui a créé un test pour justement déceler si la personne qui répondait était une machine ou un humain. Puis après, il y a eu plein de trucs. Le terme a été inventé en 1956, je ne vous refais pas la totale. Mais on a en tête, en 90, Deep Blue, donc un ordinateur qui arrive à battre le champion du monde d'échecs. Ça, c'était de l'IA. D'accord? C'était de l'intelligence artificielle. Déjà en 90, on en parlait. D'accord? Il s'est passé plein de choses. Je ne reviens vraiment pas sur le détail parce que ce n'est pas ce qui nous intéresse ce matin, ce serait un peu barbant. Et le 30 novembre 2022, il y a ChatGPT qui arrive. Je pense que ou ChatGPT, ça dépend, on peut le dire à la française, à l'anglaise. Je vais plutôt le dire à la française de ce matin. Vous en avez tous entendu parler. Qui l'a utilisé dans la salle? Ok, beaucoup. Voilà pourquoi on est là. Le lancement de ChatGPT, en fait, qui marque vraiment un temps fort dans le déploiement de l'intelligence artificielle telle qu'on le connaît. Pourquoi? Alors déjà, ChatGPT, c'est quoi? C'est basé sur le modèle GPT-3, donc c'est assez technique, etc. GPT-3 qui est développé par une société qui s'appelle OpenAI. Vous connaissez le nom OpenAI? Vous avez déjà entendu parler? Ouais. Donc c'est la société qui est derrière ça. OpenAI, à la toute base, c'est un projet universitaire. Et après, il y a eu des investisseurs qui se sont mis dedans. La particularité, c'est que d'une part, c'est accessible par API. Un terme un peu technique, l'API, en fait, ça permet à un programme informatique de communiquer avec d'autres programmes informatiques. Et ça, c'est super important. D'accord, je ne rentre pas trop dans la technique, mais cette notion d'accessibilité par API est très importante dans l'explosion de l'usage de ChatGPT et d'OpenAI.
Et la dernière particularité de ChatGPT, c'est pour ça que vous l'avez utilisé, que vous avez tous levé la main, c'est que ça imite le langage humain. C'est facile en fait. L'IA d'avant, qui arrivait à battre un ordinateur, un champion d'échecs, c'était compliqué. C'était des développeurs qui codaient, etc. ChatGPT, en fait, vous avez juste à taper donne-moi la définition de ce qu'est l'intelligence artificielle, il va vous dire plus ou moins ce que je vous ai dit tout à l'heure. D'accord ? Donc en fait, c'est ça la vraie force de ChatGPT, c'est qu'il a réussi à rendre accessible quelque chose qui était très 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 compliqué. Ok. Et donc on a vu l'historique depuis les années 50, et là depuis novembre 2022, lancement de ChatGPT, quelques mois après, Microsoft met 10 milliards dans la boîte. 2 mois après, ils sortent GPT-4. On a vu tout à l'heure, je parlais de GPT-3. D'accord ? Donc, c'est les modèles qu'ils utilisent. GPT-4 est beaucoup plus puissant. Et GPT-4, il sait lire, il sait parler, il sait entendre. Qui a testé ce qu'on appelle le multimodal, c'est-à-dire a testé de parler ou de prendre une photo et d'envoyer à ChatGPT. Donc voilà, en fait, on peut faire ça. Vous pouvez parler à votre ChatGPT à travers votre téléphone. Et il vous répondra soit par écrit, soit à l'oral. Novembre 2022, mars 2023. En fait, on passe d'un truc où je peux faire un chat à un truc où je peux interagir avec. Vous voyez, quand je dis que ça va vite. Novembre 2023, GPT-4 Turbo, c'est-à-dire on a la même puissance qu'avant, mais beaucoup plus vite. C'est-à-dire là où ça mettait peut-être 30 secondes, vite. Ça mettait 30 secondes à arriver, maintenant ça va mettre 10 secondes à arriver. Et il y a un autre truc super important, je vous le montrerai tout à l'heure, c'est ce qu'on appelle les custom GPT, custom GPT. Quelqu'un utilisait les custom? Non, personne. Je vous montrerai ce que c'est. En fait, ça permet d'avoir comme ChatGPT que vous avez tous, mais dans un contexte bien particulier. On peut lui dire, toi, ta tâche, etc., ça sera tout le temps ça. Donc, on a des GPT personnalisés. Et je vous montrerai comment on peut les utiliser. Ils sortent ça en novembre. Quelques mois après, en janvier, ils sortent leur store de custom GPT. C'est quoi? C'est comme l'App Store sur vos téléphones ou Google Play. C'est-à-dire que vous avez la liste de tous les assistants avec d'intelligence artificielle personnalisée. Et bientôt, Sora. Qui connaît Sora? Ok, il y en a quelques-uns. Je peux vous montrer parce que, juste pour vous montrer la vitesse à laquelle ça va. Sora, en fait, c'est la nouvelle. Ils ont annoncé ça il y a quelques semaines, quelques mois. C'est en gros ce qu'ils appellent du texte to vidéo. C'est-à-dire que je fais un prompt comme vous feriez un prompt sur ChatGPT et ça transforme une vidéo. Ça le transforme en vidéo. Donc, on l'avait vu pour les images. Je vous montre juste quelques exemples pour que vous compreniez un peu ce qui va arriver et pourquoi je dis que ça va vite. Ici, c'est une femme à Tokyo qui marche dans les rues de Tokyo, etc. Une vue historique de Californie pendant la ruée vers l'or. D'accord? On a dit ça à la machine, elle a fait ça. 60 secondes d'image. Je vous invite à aller tester, je vous montre juste ça pour le côté un peu waouh, mais un œil humain, cette image n'existe pas, ce n'est pas Mickaël qui est en train de capter au fond qui l'a pris. Désolé Mickaël, je ne sais pas si tu étais au courant de cet outil-là. Un lapin qui danse, une rue de marché. Ces images n'existent pas. C'est l'intelligence artificielle qui les a créées. Sora s'appelle, S-O-R-A. Je vous invite à aller voir et regarder les vidéos que ça peut générer, c'est vraiment bluffant. On est sur quelque chose qui va très 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 vite. Et ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est qu'en fait, l'intelligence artificielle, pourquoi ça a explosé et pourquoi vous êtes là aujourd'hui, c'est parce qu'en fait, c'est devenu très accessible du grand public, de vous tous utilisateurs, mais aussi des développeurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, n'importe quel développeur qui a un outil, qui développe son petit outil, même moi, en fait, qui bricole un peu dans mon coin, j'arrive à mettre de l'intelligence artificielle dans ce que je fais. D'accord? C'est accessible du grand public. Donc, tout le monde en fait. Tout le monde. Et en fait, à titre perso, moi, le regard que j'ai là-dessus, ce qui me fait peur, c'est pas forcément les changements qu'on voit là, c'est le rythme du changement. Vous avez vu en 1 an et demi, là, on part de, et je montrerai des exemples de génération d'images tout à l'heure. Et quand je dis que ça va vite, quelques chiffres, alors je ne sais pas si vous les aviez, ChatGPT, c'est 1 million d'utilisateurs en 5 jours. 1 million d'utilisateurs, donc ça nous dépasse un peu. 25 millions par jour en mars 2023, donc il y a 1 an, sur le modèle GPT-3, aujourd'hui on est à 60 millions. Je ne m'attarde pas trop là-dessus, je vous donne juste un ordre de grandeur pour comparer. Ils ont eu 100 millions d'utilisateurs en 2 mois. 100 millions d'utilisateurs, pour une boîte comme Netflix, ils ont mis 3 ans et demi à l'avoir. Netflix, hein. TikTok, qui a un potentiel viral de base, c'est l'outil viral par excellence, TikTok, ils ont mis 9 mois à attendre ça. TikTok. ChatGPT, il n'y a rien de viral, hein. Je tape des trucs, etc. Donc c'est vraiment la force de l'outil à travers son usage.
Ils ont mis 2 mois. Quelques autres chiffres rapides. Enfin, donc, ChatGPT, le modèle économique derrière la boîte, la OpenAI, donc c'est un abonnement. Vous payez 20$ ou 20€ par mois pour accéder au modèle. Il est utilisable gratuitement aussi, dans une version limitée. Et après, vous pouvez utiliser ce que je disais tout à l'heure, l'API de ChatGPT. Donc, vous branchez au moteur un petit peu qu'il y a derrière d'OpenAI pour des usages divers et variés. Je vous montrerai tout à l'heure. Et là, c'est à l'usage. Dès que j'ai besoin, hop, je suis facturé de façon très minime par OpenAI. Donc ça, c'était ChatGPT. Il y a Midjourney. Quelqu'un connaît Midjourney? C'est de la génération d'images, donc c'est un autre outil. Et là, je vais vous montrer, pareil, l'évolution de Midjourney. Entre, pareil, c'est à peu près les mêmes plages de temps, entre novembre 2022 et aujourd'hui. Donc vous voyez les différentes versions. Version 1, version 2, version 3, version 4, version 5, version 6. Pareil. Là, c'était un pêcheur avec son chat en bord de mer, la demande qu'on a fait. Et là, c'était l'utilisateur un peu geek d'un forum américain. Vous voyez l'évolution, enfin, je sais pas, vous l'avez peut-être testé de la génération d'images. Bah non, les visages, ils sont pas beaux, les mains sont pas belles, etc. Regardez le livrable, je vous mets juste les 2 versions. Là, on voit pas trop, hein. Mais là, on voit que le visage, il est pas terrible. Là, on voit que c'est bizarre, l'image, il y a un nez avec un chat. Ça, c'est les 2 versions finales. Un pêcheur avec son chat. La photo, elle est magnifique, elle aurait pu être prise par un vrai photographe. Et un portrait d'un humain. Je vous défie de me dire, si je vous montre cette photo, de me dire si c'est un vrai ou une image générée par une IA. Donc ça, c'est sur de la génération d'images. Ça va vite. D'accord? Donc maintenant, on va revenir, je vais m'attarder un peu sur les différents types d'IA en restant assez simple et assez clair. Donc en fait, on a 2 grandes typologies. On a les IA faibles et les IA fortes. L'IA faible, en fait, c'est celle qui va se concentrer sur une seule tâche. Parce que l'exemple que je prenais tout à l'heure avec les échecs, c'est ça. D'accord? Sa tâche était de jouer aux échecs et de battre le champion du monde d'échecs. Point. Et il faisait très bien. Par contre, vous lui demandiez autre chose, de générer une image, de générer une vidéo, il était incapable de faire ça. D'accord? Après, on a l'IA forte. C'est celle qu'on voit apparaître maintenant. Les IA fortes, elles peuvent comprendre, elles peuvent apprendre, elles peuvent mettre des concepts en application. L'IA faible, en fait, on en a partout autour de nous. Vous avez dit Siri, Alexa, c'en est. Quand vous utilisez Waze pour calculer un itinéraire qui va regarder en fonction du trafic, etc., c'est une IA. Tout ça, c'est des IA en fait appliquées, c'est des algorithmes tout simples qui sont appliqués. L'IA forte, elle va un peu plus loin, c'est les exemples que je vous montrais tout à l'heure. Ensuite, derrière ces IA fortes, on en a 2 types. On a l'IA analytique et de l'IA générative, celle qui analyse, celle qui génère du contenu. L'analytique, c'est en gros, je vais lui donner un gros jeu de données, et à travers ces jeux de données, elle va pouvoir en tirer des conclusions ou des apprentissages. Par exemple, je donne toutes mes factures clients, etc. Puis elle va regarder, ah bah tiens, c'est bizarre, je retrouve un modèle, tu travailles plus avec tel genre de personne. Par exemple. Elle va pouvoir tirer des conclusions que je n'aurais pas vues, moi, avec mon œil d'humain ou mon analyse d'humain, parce qu'elle a accès à beaucoup de données. L'IA générative, elle va pouvoir créer du contenu original basé sur tout un corpus de contenu existant. Ce que je vous ai montré tout à l'heure sur les images et ChatGPT, c'est de l'IA générative. Elle a absorbé énormément de contenu pour pouvoir reproposer du contenu. Je vais vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. L'IA analytique, on va la retrouver dans les prévisions météo. D'accord? Ah ok, donc les nuages arrivent, le climat, tout ça, le vent. Ok, donc ça veut dire qu'il va pleuvoir demain. C'est l'IA. Détection de fraude. Ah, c'est bizarre, je perçois un comportement un peu anormal, et là, chaque fois qu'il s'est produit ça, il y a eu fraude derrière. Hier, j'étais sur une autre animation avec des industriels. On prenait le cas, en fait, de vidéos, alors c'est un peu particulier, de vidéosurveillance dans un entrepôt. Et en fait, les images, au bout d'un moment, on avait vu que quand quelqu'un faisait comme ça, en fait, il y allait avoir un vol derrière, dans 80% des cas. C'est de l'analytique. Quand la personne regarde autour d'elle qu'il n'y a personne, 80% des cas après, il y a vol. Faites ce que vous voulez. Optimisation d'itinéraire. Je reviendrai là-dessus, sur la surveillance au travail. L'IA générative, c'est plus pour de la création artistique, de la rédaction et de la traduction, c'est ce qu'on verra tout à l'heure, de la conception de produits même, on peut aller plus loin là-dessus. Donc voilà, on crée à partir d'un corpus existant. Juste pour vous donner un ordre de grandeur, aujourd'hui, le modèle derrière ChatGPT qu'on a vu, il a en fait, pour fonctionner, il a ingéré beaucoup de contenu, tout le web en gros. Il a digéré tout Wikipédia. Vous connaissez Wikipédia, à peu près le volume que ça représente, c'est monstrueux. Hein. Je crois qu'un humain mettrait plus d'une vie à le lire en entier.
Wikipédia, c'est 2 à 5% du corpus de données de ChatGPT, enfin d'OpenAI. 2 à 5%. C'est rien en fait. Donc en fait, c'est comme un livre énorme et vous allez poser des questions à ce livre. D'accord ? Alors, avant d'aller voir comment on l'utilise, je vais essayer de vous expliquer comment ça marche sans rentrer trop dans la technique. C'est un peu compliqué. En gros, il y a plusieurs concepts qui rentrent en compte. Il y a des réseaux de neurones, vous avez peut-être entendu parler de ça, je ne vais pas trop m'attarder. En gros, ça essaye de simuler, de reproduire le fonctionnement neuronal humain. D'accord ? Donc on a un réseau de neurones et on va apprendre à partir d'exemples. Je vais prendre une analogie, c'est comme si vous allez essayer d'apprendre à un enfant les fruits. D'accord ? Vous allez lui montrer une banane. Vous voyez, ça c'est une banane. La banane, elle est jaune, des fois un peu des taches marron, noires, elle a une forme curvée. Ça c'est une banane. Quand tu la prends comme ça aussi, c'est une banane. D'accord ? Ça c'est une pomme. La pomme, elle est ronde, comme ça, une petite forme, une petite queue. Elle peut être rouge, elle peut être jaune, elle peut être verte. Et en fait, vous allez lui montrer plein de fois les fruits. Et au bout d'un moment, il sera capable de dire « Ah, ça c'est une banane. Ça c'est une pomme. Ça c'est une poire. » Donc en fait, ça fonctionne un petit peu comme ça. Ça fonctionne un petit peu comme ça, c'est-à-dire que c'est par l'apprentissage que la machine va commencer à comprendre comment ça fonctionne. L'apprentissage profond à travers des exemples. Il y a deux modes d'apprentissage, soit un apprentissage un peu guidé, ce qu'on appelle le machine learning. Vous avez peut-être déjà entendu parler de ce terme, en fait, c'est qu'on apprend à la machine. Ça, c'est une banane, ça, c'est une pomme, etc. Et après, il y a le deep learning, c'est la machine qui apprend par elle-même. Ok, à chaque fois qu'il me parle de pomme, ça ressemble à ça. À chaque fois qu'il me parle de banane, ça ressemble à ça. Ok, donc en fait, ça doit être une banane, ça doit être une pomme. Voilà, grosso modo, le fonctionnement de ces intelligences artificielles et de ce qu'on appelle le machine learning. Et à partir de ça, en fait, une fois qu'ils ont compris et digéré tout ce corpus, toutes ces informations, ils arrivent à recréer, dessine-moi une banane. Ok, ce que j'ai vu, une banane, ça ressemble à ça. Il faut vraiment faire cette analogie-là. Est-ce que vous avez déjà, vous, à titre perso, appris une machine à reconnaître des éléments ou pas? Non, personne? Personne? Vous n'avez jamais fait un CAPTCHA là avec... Alors j'ai Wally, c'est juste pour expliquer autre chose, mais vous n'avez jamais fait ça là quand vous... Est-ce que vous êtes un robot? Vous êtes en train d'apprendre à une IA ce que c'est un bus, là, dans mon exemple. Notamment pour les voitures autonomes. D'accord? Ouais. Quand tu es dans ta Tesla, tu roules en fait, et pour que la Tesla réussisse à comprendre que, ah ok, en fait ça c'est un bus. D'accord, ok. Là en fait, la question, la bonne réponse, on s'en fiche un peu. Là, c'est pas ce qui va faire que vous êtes un humain ou un robot. C'est juste que là, en fait, en faisant ce test, vous avez un comportement de recherche un petit peu. Donc, le CAPTCHA comprend, ok, là, j'ai pas affaire à un robot qui clique instantanément. C'est bien un humain. Et la réponse permet d'alimenter une intelligence artificielle pour lui dire, ok, quand j'ai une image comme ça, un petit peu bizarre, c'est bien un bus qu'il y a derrière. Parce que j'ai X humains qui m'ont confirmé cette information. D'accord? Ça, c'est important aussi dans ce qu'on a vu tout à l'heure. Il y a... c'est ça. Il y avait aussi un truc, je ne sais pas si vous vous souvenez des CAPTCHA, là, quand on mettait... on fallait reproduire une chaîne de caractères. Et en fait, souvent, il y avait deux chaînes de caractères. Une première un peu en script et une autre un peu en calligraphie. Mais en fait, c'était juste pour apprendre à l'ordinateur à lire la calligraphie. Le deuxième truc ne servait à rien, vous pouviez mettre n'importe quoi. C'était juste pour apprendre à déchiffrer un peu la calligraphie et comment automatiquement. Et donc en fait, on le fait, ouais. Est-ce que c'est le même, je pense à ça, la reconnaissance faciale, quand on dit à notre téléphone de nous reconnaître? C'est un peu différent, parce que là, il n'y a pas d'apprentissage derrière. Enfin, au début. Ça se trouve, les mecs, ils utilisent notre visage pour... Ah bah ça, par contre, ouais. Et ça, non, c'est possible. Par contre, la première fois, quand on regarde, en fait, on fait ça, là, c'est comme ça. Donc là, il est en train de voir toutes les facettes de notre visage en fonction de l'éclairage, etc. Donc il apprend, il modélise notre visage. Ce qui fait qu'après, au réveil, le matin, comme ça, ça marche. Ça marche. Donc voilà, et je mettais Wall-E. Alors je sais pas si vous avez vu ce dessin animé de Disney, c'est les robots là qui, bref, l'humain a cassé la planète, il va dans l'espace. Et à un moment, il y a le robot, le gros robot qui pilote le vaisseau, qui veut comprendre l'humanité en fait. Et ce qu'il fait, c'est qu'il regarde toutes les sources, toutes les vidéos qui existent sur l'humanité, et en fait, il l'apprend comme ça. C'est ça le deep learning. Il prend du contenu, il prend du contenu, il prend du contenu, et il se fait ses propres concepts. D'accord? Il y a toujours un contrôle manuel. Je vous montre un petit schéma qui est un peu compliqué, c'est le fonctionnement de ChatGPT, justement, ce qui explique comment ça marche. Vous tapez une requête. Enfin, au début, il y a eu de la collecte de données, l'équivalent de 50 millions de livres. Je ne sais pas si vous vous rendez compte la bibliothèque du truc. Hein. On collecte des données, on nettoie, on harmonise, etc. Ces données-là vont venir entraîner ce qu'on appelle les LLM,
Large Language Model. Donc c'est un truc je ne vais pas rentrer dans la technique, mais en gros, OpenAI, c'est un LLM, d'accord. Et en gros, toute cette base de données-là, ben, il va tirer des conclusions, il va l'analyser, il va dire, ah ok, à chaque fois que je dis le ciel est bleu, d'accord, ben ça arrive dans 70% des cas. Et des fois, le ciel est gris, ou le ciel est beau. D'accord. Dans tout le corpus de texte que je vais regarder, ça se passe comme ça. Donc en fait, ce n'est que des probabilités. Donc là, il va s'entraîner comme ça. Et là, on va regarder les probabilités. Ok, quand le ciel est, bah, j'ai 70% du temps bleu derrière, 20% gris et 10% beau. C'est un exemple. Il y a quand même un contrôle humain, c'est-à-dire que ici, vous voyez là, le 3, il y a des humains qui vont poser des questions. Bah, que mange le chat? Le chat mange la souris, le chat mange le chat est mort et vivant. C'est possible, en fait. C'est bête, en fait, une intelligence artificielle. C'est que ça ne fait que reproduire des choses qu'il a déjà vues par ailleurs. Donc là, il y a quand même un contrôle humain qui lui dit non, non, quand je dis que mange le chat, la réponse attendue est plutôt le chat mange la souris. D'accord? Donc on lui apprend, on lui donne les bonnes réponses. Après, quand vous êtes là, que vous allez taper quelque chose, vous allez taper que mange le chat, bah là, il va faire ok, le chat mange, ça c'est logique, et après, qu'est-ce que je mets derrière? Bah, les probabilités veulent que je vais plutôt mettre une souris. D'accord? Si je mets qui mange le chat, ça peut être différent. Et en fait, là, va y avoir des biais culturels après qui vont rentrer en ligne de compte. D'accord? Donc je pourrais, voilà, dans un cas général. Mais il faut vraiment comprendre que ce n'est que de la probabilité. Il y a une petite phrase en mode ça, c'était quelqu'un qui l'avait fait pour BNP Paribas, mais je trouvais le schéma intéressant pour expliquer ça. Il y a un truc que vous devez comprendre. ChatGPT, il ne comprend ni le sens de votre question, ni le sens de sa réponse. D'accord? C'est pour ça que souvent on a fait des tests, j'ai fait ça, c'était nul. Bah, non. En fait, il faut juste comprendre ça. Il faut juste être à l'aise avec ce truc-là. Il ne comprend pas la question, il ne comprend pas la réponse. Ce n'est que des probabilités. Et autre point qui est important, il est impossible de remonter à la source de l'information. Vous pourrez lui demander, aujourd'hui il arrive à aller sur Internet, donc vous pouvez lui demander où est-ce que tu as trouvé cette information, il va nous la donner. Par contre, toute la réflexion qui est en amont, tout ça là, impossible. Parce que c'est des réseaux de neurones, il y en a des millions et ça va dans tous les sens. Alors la question qui vient après, est-ce que c'est sans risque? Réponse, non. Le premier risque, on le voit, c'est un risque sur nos sociétés. On est à l'ère un peu de la désinformation via les réseaux sociaux, etc. Produire du contenu devient une commodité. Enfin, on n'a même plus besoin d'humains pour produire du contenu. Vous avez vu tout à l'heure la capacité qu'on peut avoir à générer des visuels de très très bonne qualité, indétectables. Bref, on voit tous les biais qu'on pourrait avoir. Il y a aussi une notion de surveillance. La surveillance, je l'expliquais tout à l'heure dans le cas de l'entreprise là que je prenais. Je ne sais pas si vous avez vu passer cette vidéo. C'est une vidéo dans un bar en fait, comme en mode vidéosurveillance. Et il y avait une intelligence artificielle en fait qui arrivait à voir les collaborateurs, enfin les serveurs du bar. Et il y avait un petit chiffre en dessous, c'était leur rendement. Leur rendement. Et en gros, ok, lui il carbure, par contre lui il fait rien derrière le bar et il est un peu planqué. D'accord? Ça peut faire ça. L'autre souci sur le risque sur la société, c'est la dépendance à ces outils-là. Aujourd'hui, on est dépendant du numérique. À l'avenir, il est fort probable qu'on devienne dépendant à ces outils d'intelligence artificielle. Donc, c'est vraiment des risques qu'il faut anticiper. Il y a un risque sur l'environnement. Je ne sais pas si vous êtes conscient de l'impact du numérique sur l'environnement. C'est à peu près 4% des émissions de gaz à effet de serre. Avec le développement non contrôlé, des choses comme ça, ça pourrait atteindre d'ici quelques années quasiment 20%. Le numérique. L'aviation représente 4%. D'accord? Aujourd'hui, en fait, juste là-dessus, je fais une petite piqûre de rappel. Ce qui a de l'impact, c'est vos matériels. D'accord? Donc, n'achetez pas du neuf réparé. Et c'est justement le bon usage des bons outils. Enfin, voilà. Donc, essayez de privilégier la durée de vie au maximum et d'avoir une petite conscience là-dessus. C'est important. L'environnement. Et vraiment, avec l'adoption massive de l'IA, ça peut exploser pour des usages pas forcément pertinents. Il y a un risque juridique. On parlait tout à l'heure des Tesla. J'ai un accident avec ma voiture autonome. Qui est responsable? C'était le pilote automatique qui conduisait. J'ai fait un texte juridique grâce à ChatGPT. Et puis en fait, ça s'est avéré faux. Il me fait un mauvais conseil
qui est responsable? Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est ChatGPT? Voilà. Il y a une question aussi sur le droit d'auteur. Est-ce que, en fait, on a vu les images tout à l'heure, est-ce que là, l'image que j'ai générée du pêcheur, est-ce que c'est mon image? Est-ce que c'est moi qui ai les droits d'auteur là-dessus? Si je lui dis, fais-moi un tableau à la Picasso, fais-moi une photo de cette salle, une peinture de cette salle à la Picasso, est-ce que j'ai les droits d'auteur sur cette œuvre? Donc en fait, là, pour l'instant, c'est pas encore légiféré, mais ça reprend le droit d'auteur, c'est-à-dire que je n'ai pas le droit d'imiter le style de Picasso. Ça, c'est protégé parce qu'il y a vraiment... mais c'est encore un peu flou. La législation, je fais quand même une petite parenthèse là-dessus, je ne sais pas si vous avez suivi, il y a 2 jours, les eurodéputés ont voté une loi qui encadre l'IA, donc c'est une première au niveau mondial, d'accord, et ils encadrent l'utilisation de l'IA. Donc ça reste assez vague pour l'instant, mais c'est quand même intéressant. En gros, ils demandent de la transparence pour toutes les IA grand public, ChatGPT, etc., qu'on a vu, et un contrôle beaucoup plus poussé et humain pour les IA qui vont être déployées sur la finance, sur l'éducation, sur la santé, enfin tous les sujets un peu sensibles. D'accord ? Donc il y a quand même un effort d'encadrement. Espérons que ça ne fasse pas comme la RGPD, voilà, qui apporte beaucoup d'impact, mais plutôt en fait c'est pour notre bien, pour protéger nos données, mais ça apporte beaucoup de désagréments dans nos usages quotidiens. Donc voilà, espérons que ce ne soit pas un frein à la bonne adéquation, enfin, au bon développement des sujets IA, mais voilà. Il y a des risques sociaux aussi, des risques d'inégalité. On parle de fracture numérique. L'IA va accélérer ce truc-là. D'accord ? Voilà, ceux qui ont accès à l'IA vont être potentiellement plus avantagés que des personnes qui n'y auraient pas accès. Des risques de discrimination. C'est pourquoi la discrimination ? En fait, si vous avez suivi jusque-là, ces intelligences artificielles se sont nourries de tout un corpus de données que l'humain a produit, avec ses biais. D'accord ? Et il y avait au tout début, là, ça remonte, c'était Google qui avait fait une démonstration de ses premiers outils d'IA, mais c'était vraiment il y a beaucoup d'années, hein, genre il y a 7-8 ans. Et ils avaient dit, montre-moi une image de primate, et ça avait ressorti une personne noire en fait. Et là, ça avait fait un tollé et tout, et ça avait tout annulé, parce que l'IA, pour lui, voilà, à travers son corpus de données, c'est ce qu'il avait. Et en fait, OpenAI s'est basé là-dessus pour remettre une petite couche d'éthique, une petite couche de contrôle sur tout ça. Mais quand même, vous pourrez faire le test sur les outils de génération d'images. Et il y a d'ailleurs une boîte qui a fait sa publicité là-dessus. Quand vous tapez avec des outils comme Midjourney, etc., fais-moi un mariage dans un village, fais-moi un mariage en France. Fais-moi une image de mariage en France. Vous avez l'image comme on l'a en tête, la petite mairie, la place du village, la joie, etc. Fais-moi une image d'un mariage en banlieue. Vous avez des voitures brûlées, vous avez les personnes qui ont les habits déchirés, etc. Dès que vous rajoutez le « en banlieue » derrière une requête comme ça, vous avez toujours ces scènes-là. En fait, c'est biaisé. C'est ce qu'on appelle les biais. C'est que la source de données est biaisée, parce qu'à chaque fois qu'on parle des banlieues, c'est stigmatisé, etc. Et c'est l'image qu'on en renvoie. Pour l'IA, c'est toujours comme ça. D'accord ? Donc c'est en ça que voilà, toutes nos discriminations qu'on peut avoir dans notre quotidien, etc., en fait, l'IA copie-colle, quoi. Donc, elle s'en inspire. Et un autre truc, on parle aussi des biais ou des hallucinations. C'est quand des fois on va demander quelque chose à l'IA et qu'elle va nous répondre un truc complètement à côté de la plaque. Ça, c'est le truc des probabilités qu'on a vu tout à l'heure. Voilà. Des fois, dans un contexte donné, il va ressortir n'importe quoi. C'est OK, voilà, c'est juste, on a compris comment ça fonctionnait, c'est possible. Il faut juste bien vérifier les résultats et faire en sorte que... Voilà, faut vérifier, mais je reviendrai là-dessus tout à l'heure. Dernier point, c'est les risques sur le monde du travail. En gros, on a eu la révolution industrielle, hein, il y a plus d'une centaine d'années, où on a remplacé des ouvriers sur une chaîne. J'ai l'impression que c'est un peu ce qui est en train de se passer avec des métiers de service, en fait. Rédiger des mails, apporter un service client, etc. Aujourd'hui, une intelligence artificielle peut le faire de bonne façon. Et vu que ça va très très vite, qu'est-ce qui va se passer d'ici quelques années, quoi, pour tous ces métiers un peu de création, de services, etc. Donc il y a vraiment ce sujet-là d'automatisation de nos tâches de service, entre guillemets. Le remplacement et la requalification, qu'est-ce que je fais ? Justement, on parlait de juridique, hein, mais en fait, c'est comment en fait, on peut requalifier et replacer les humains qui étaient là sur des tâches à moins forte valeur ajoutée pour essayer de les requalifier peut-être pour aller travailler sur des tâches à plus forte valeur ajoutée. Et être plus productif grâce à l'intelligence artificielle, mais il y a un vrai sujet là-dessus sur le monde du travail. Et il y a un autre sujet qu'on ne voit pas ici, c'est la fuite des données. C'est une grosse crainte qu'on a en tant que... Quand je mets un truc sur ChatGPT, où ça va en fait ? Est-ce que mes concurrents y ont accès ? Est-ce que...
Donc voilà, ça, je vais essayer d'apporter des éléments de réponse tout à l'heure, mais voilà les risques. Donc ce n'est pas du tout sans risque. D'accord ? Il faut juste en avoir conscience. Quelques consignes de sécurité. Vous ne mettez pas de données personnelles ou sensibles quand vous utilisez IA, d'accord ? L'IA. Vous ne mettez pas votre fichier client, s'il vous plaît. Vous ne mettez pas... Essayez d'être raisonnable là-dessus, même si ça pourrait être tentant. On va toujours vérifier ses résultats. Encore une fois, elle ne comprend pas la réponse, elle ne comprend pas la question, elle ne comprend pas la réponse, c'est juste des probabilités. Donc on va toujours venir vérifier que c'est bien cohérent et essayer de vérifier les sources. On va essayer de comprendre le fonctionnement, les limites, les impacts. C'est exactement ce que je vous ai expliqué juste avant. Donc ça, c'est bon. Cette case, elle est cochée, logiquement, si vous avez bien suivi. Et un truc aussi qui est intéressant, c'est qu'il faut toujours avoir en tête le résultat pour choisir le bon outil. D'accord ? Plutôt que... Pareil, hier, on disait... on avait des chefs d'entreprise, plutôt dans l'industrie, et ils disaient « Ah ben moi, mon groupe veut que je mette de l'IA. » Mauvaise réponse. D'accord ? Ce n'est pas la bonne pratique. On ne met pas de l'IA pour mettre de l'IA. C'est un outil, en fait. Ce n'est qu'un outil, l'IA. Il faut vraiment ça. Donc, par contre, c'est OK, comment je pourrais améliorer mon expérience client ? C'est quoi la problématique que j'ai avec mes clients ? Et il y avait un de mes confrères hier qui prenait un exemple sur un pisciniste. Pisciniste, le problème, c'est qu'au bout d'un moment, quand tout le monde aura une piscine, on ne pourra plus faire de piscine. OK, bah mon métier, du coup, qu'est-ce qui devient quand je ne peux plus vendre de piscine ? Ah bah en fait, c'est quoi les problématiques de mes clients ? Ah ouais, bah mes clients, quand ils achètent une piscine, ils sont contents au début, puis après, il faut l'entretenir, et là, ils sont moins contents. Donc le problème, là, j'ai une souffrance client sur le fait d'entretenir ma piscine parce que c'est de l'entretien, il faut que j'aille acheter les produits, il faut que je fasse les contrôles. OK, et si j'arrivais à automatiser tout ça ? Si je mettais une intelligence artificielle avec des capteurs qui regardent le pH de l'eau, qui commandent les bons produits, qui me les livrent, ça, ce serait pas mal. Vous voyez là, la réflexion, elle est un peu inverse. C'est pas je mets de l'IA dans mon produit piscine, c'est comment je mets de l'IA pour essayer de solutionner une problématique métier, business que j'ai. C'est ce que je vais vous montrer tout à l'heure. Donc toujours avoir en tête un peu le bon résultat à partir de la finalité pour essayer de choisir le bon outil et la bonne séquence. Mais souvent, quand on parle d'IA, ce qu'on veut voir, c'est les outils. les outils. Donc, il faut juste comprendre, le truc, c'est qu'en fait, il y en a plein des outils. Il y a des outils pour tout. Il y a deux catégories d'outils. On va avoir les LLM, ce que je voyais vous expliquer tout à l'heure, comme OpenAI. OpenAI est un large language model, donc un grand modèle de langage. Si je traduis, c'est ça. En fait, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Ils ont ingéré beaucoup de données et je peux converser avec ces données. D'accord ? OpenAI. Mais vous savez comment ça se passe, on parle souvent des GAFAM, tous ces grands acteurs du web mondial. En gros, Meta a sorti, donc Meta, Facebook, Instagram, a sorti son modèle à lui, Llama. Google a sorti son modèle à lui, Gemini, ou Gemini à l'anglaise. On a une boîte qui s'appelle Anthropic qui a sorti Claude, qui n'est pas accessible en France, mais qui montre des résultats là récemment très bons en termes de qualité. Faut savoir que ces boîtes-là arrivent à passer l'examen du barreau, ont des concours de médecine, etc. Hein, d'accord ? Enfin, même s'ils sont bêtes, et foncièrement, ils ont quand même un peu de capacité. Et Mistral, c'est une boîte française. Et c'est un peu les challengers là, qui sont... voilà. Et ils sont, la particularité de Mistral, c'est qu'ils sont open source. Open source, ça veut dire que leur code est transparent. Quelqu'un qui connaît un peu comment ça fonctionne peut regarder comment c'est fait. Ah d'accord, c'est quoi les biais ? Est-ce que vous avez influé ou par exemple sur le raisonnement de l'IA ? D'accord ? Ça c'est important. Parce que c'est un peu des boîtes noires le reste. On a dit on ne peut pas vérifier les sources, etc. Mistral ont une approche open source. Et donc tous ces outils-là, des grandes bibliothèques avec plein de données que je peux interroger, en gros ont donné naissance à plein de tout petits outils. Donc là, vous ne voyez pas, le but, c'est pas de regarder tous ces pictos. Chaque couleur correspond un peu à un domaine. Vous voyez, en haut, en bleu, là, c'est tous les outils pour générer des textes. Et dans la génération de texte, j'ai des outils pour générer des textes plutôt marketing. J'ai des outils pour générer des textes pour les commerciaux, pour le service client, etc. Un outil par usage. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, avoir le bon résultat en tête. Qu'est-ce que vous voulez faire pour avoir le bon outil ? Vous avez des outils pour la vidéo, pour générer de l'image, pour générer du code, pour générer du texte, pour générer de la 3D, pour générer tout ce que vous voulez. Tous ces outils-là se basent sur ça, grâce aux API. D'accord ? Et c'est important de comprendre ça. En fait, souvent, je reviendrai dessus juste après. Enfin, je vais y aller même directement.
quelques conseils d'outils quand même au quotidien. Pour les besoins du quotidien, vous voulez faire de la production de contenu, répondre à des questions comme ça, ou faire du brainstorming, ChatGPT est parfait pour ça. ChatGPT est parfait pour ça. Si vous êtes dans un contexte professionnel, vous avez un Teams avec la suite Office, vous pouvez utiliser Copilot. Quelqu'un l'utilise, Copilot? Ouais. Copilot, c'est l'équivalent de ChatGPT, mais dans l'environnement Teams, en fait, Microsoft. C'est-à-dire que je suis sur mon document Word, je peux taper un prompt, fais-moi un compte-rendu de la réunion que j'ai eue, etc. Il peut me le faire. On peut même aller jusqu'à enregistrer la visio, enfin, à partir d'une visio, d'une réunion en visio qu'on a fait, générer un compte-rendu de façon automatique. Pas mal ce cas d'usage. D'accord? Faire un compte-rendu, c'est jamais l'éclate, etc. Pourtant, c'est important. Voilà, si on peut le faire de façon automatique, pourquoi pas? La génération de visuels, donc on en a plusieurs. On a DALL-E, DALL-E qui est un outil de OpenAI, rattaché à ChatGPT. Midjourney, que je vous ai montré tout à l'heure. Et on a aussi Firefly, il y en a plein d'autres. Firefly, c'est la suite Adobe. Adobe, donc Photoshop, Illustrator, etc., qui intègre de l'intelligence artificielle dans son outil. Je prends une photo, puis je dis je vais enlever les personnes au premier rang. Mais en fait, Adobe, Photoshop. Et en fait, Photoshop, dans Photoshop, il va enlever automatiquement grâce à de l'intelligence artificielle. Et ils ont vous pouvez le tester, Firefly, hein, si vous allez tester. Ils ont un outil aussi de génération d'images qui est accessible en ligne. Si vous voulez traduire du texte, c'est un outil qui est un peu plus vieux, DeepL, est parfait. On a en plein de langues possibles et la qualité des traductions est très très bonne. Si vous voulez créer un avatar virtuel, il y a plusieurs choses. Il y a Synthesia, je vous montrerai tout à l'heure un exemple, et Agen. Agen, vous l'avez peut-être vu passer, c'est les vidéos des gens là, qui se mettent à parler russe ou espagnol, et les lèvres bougent et il y a un accent. Vous n'avez pas vu ça? C'est bluffant. En gros, je charge une vidéo de moi qui est en train de vous parler comme là, et je dis, ça, je vais la mettre en portugais. Eu falo português, é minha voz, são minhas entonações, meus lábios se movem como se eu estivesse falando português. C'est assez bluffant. Et pour synthétiser une voix, il y a Eleven Lab qui est une solution, voilà, pareil, je m'enregistre pendant 30 secondes, il voit toutes les caractéristiques de ma voix, et après je tape n'importe quel texte, il peut redire le texte avec la voix que je vais donner. Plein de petits outils. Par contre, vous allez me dire, ok, au quotidien, à quoi ça me sert de synthétiser ma voix? Ou traduire du texte passe encore, mais ou créer un avatar virtuel. Pourquoi? Donc tous ces outils-là, encore faut-il bien les utiliser. Là, je vais venir sur ce qu'on appelle, vous en avez sûrement entendu parler, le prompt engineering, comment je peux faire des bons prompts. Là, je vous ai mis deux exemples. On s'en fiche un peu du contenu, mais là, j'ai dit, voilà, un prompt, écris un article sur l'innovation technologique dans l'industrie automobile. Et l'autre, je lui ai mis, génère-moi une image d'une voiture dans un hôtel. Bon, on a une image qui est un peu futuriste, qui n'est pas terrible. Et le texte ici, bon, si je veux mettre ça sur le blog de ma boîte, l'évolution technologique redéfinit l'industrie automobile, conduite autonome, propulsion électrique. J'ai un texte de faible qualité et un visuel assez générique, et je pense que c'est peut-être la première expérience que vous avez eue avec ces outils, c'est voilà, un résultat un peu médiocre. Il est possible de faire mieux en étant un peu plus précis, c'est ce qu'on appelle le prompt engineering. Vous focalisez pas trop là-dessus, parce que je vais juste revenir faire quelques pas en arrière, on parlait des outils tout à l'heure. En gros, l'IA, comment ça va se développer? On a eu ChatGPT qui est arrivé avec cet usage, waouh, c'est top, on peut faire plein de choses. Et là, vous voyez, ce que je disais tout à l'heure, c'est que ça arrive dans Microsoft. Ah ok, en fait, là où j'utilisais Office, Teams, enfin Excel, etc., j'ai de l'intelligence artificielle maintenant. C'est ce qui va se passer en fait partout. L'intelligence artificielle va arriver par couche dans tous nos outils du quotidien. La prochaine étape, ça va être dans nos assistants personnels. On avait Siri aujourd'hui, qui était un peu, ou Alexa ou OK Google, qui était, somme toute intéressant, mais voilà, assez limité. Demain, imaginez la puissance de ces outils-là grâce à de l'intelligence artificielle. Il va aller regarder dans nos emails, il va aller regarder dans notre calendrier, il va aller regarder dans nos contacts, dans les messages qu'on a envoyés, pour mélanger tout ça et faire des choses. Voilà. Ah, vous allez voir Stéphane Donon, pensez-lui à vous rappeler, comme vous avez dit dans votre SMS, de reparler de tel sujet. Ça, c'est possible demain, grâce à nos... Enfin voilà, en fait, vraiment, l'intelligence artificielle va arriver partout. Pour ma part, moi, j'utilise un outil de mail qui me propose de faire des réponses automatiques, ou alors dire dis que je ne suis pas intéressé par cette proposition, et ça me fait un mail bonjour, avec le ton de ma voix, etc. C'est mon outil qui le propose, j'ai rien configuré. Hein. Il a analysé tous mes mails pour prendre mon style d'écriture, et après, il arrive à me faire ce genre de choses. Ça va arriver partout, par couche.
D'accord? Donc c'est pour ça, en fait, quand on parle de prompt engineering, je vois beaucoup de trucs là sur, oui, la prochaine carrière à la mode, etc. Non, en fait, ça, le prompt engineering, ça va durer 1 an, et puis dans 1 an, on parlera plus de prompt parce que ce sera vraiment partout. Bref, je fais quand même un petit crochet là-dessus. Ce qu'il faut, en fait, à minima, c'est lui donner un rôle, une instruction, un contexte, un format de sortie attendu. Je montrerai des exemples concrets. Mais en gros, quand vous allez lui demander, vous avez vu les exemples que j'ai pris tout à l'heure, je lui ai dit, écris-moi un article sur l'intelligence. Celle d'après est mieux, Stéphane, si tu veux prendre en photo. En fait, on va lui donner un rôle spécifique à mon interlocuteur. La tâche, tu vas être un expert en rédaction SEO d'articles sur l'innovation dans l'industrie automobile. Là, tout de suite, en fait, je viens de le requalifier en expert du sujet. L'instruction, tu vas me rédiger un texte qui parle de l'innovation sur les tendances 2024, etc. Le contexte, là, on peut préciser des informations externes, un petit peu de contexte. Donc là, c'est les tendances du marché, mon analyse du marché, etc. Et un format de sortie. Je veux un article qui fasse tant de caractères que tu structures comme ça, avec du gras, des listes à puces, des emojis. On peut aller plus loin. À minima, ça fonctionne bien, ça. Un rôle, une instruction, un contexte et le format de sortie. On peut, vous voyez, là, c'est pour ça que je disais... oui, vous avez un exemple, on peut aller plus loin en rajoutant des objectifs, du contexte, des étapes, des contraintes, le format. Et le prompt se transforme en tu es un expert en marketing de contenu, tes clients sont tous dans le secteur vous précisez votre secteur, présente 5 idées distinctes pour augmenter l'interaction avec mes clients. Ça, c'est la tâche que je lui demande. L'objectif, le but est d'élaborer un plan de contenu qui génère plus de trafic web et renforce la fidélité des clients. Donc là, je lui donne la finalité de ça, pourquoi il va exécuter sa tâche. Les contraintes, chaque idée doit être claire et précise. Le format, répond sous forme d'un tableau avec un maximum de 40 mots par idée. La tonalité, utilise un ton adapté au marketing B2B. Vous voyez, en fait, là, ça c'est un prompt qui va proposer des résultats très bien. Et là, je vous montre, alors je ne l'ai pas forcément appliqué ici, mais là, j'avais écrit mon article sur l'innovation dans l'industrie automobile. Et là, je lui ai mis, tu es un expert en rédaction SEO, écris un article détaillé de 800 mots, optimisé pour le SEO, pour un public d'entrepreneurs en technologie, mettant en lumière les 3 principales tendances en matière d'innovation dans l'industrie. L'électrification des véhicules, une révolution en marche, autonomie et connectivité vers une mobilité intelligente. L'article est mieux structuré, le fond est plus pertinent. Ça n'a pas fait 100% du travail, ça a peut-être fait 70% du boulot. Souvent, ce qu'on fait quand on a fait ça, c'est qu'on reprend tout ce texte, on va l'optimiser, on va le retravailler. Pour autant, c'est plutôt du brainstorming là. D'accord ? J'ai posé la structure de mon outil. Je montrerai d'autres exemples tout à l'heure. Pour la photo de la voiture, j'ai l'exemple un peu plus tard. Donc gardez cette image en tête. Et là, en fait, vous voyez, généralement une image d'une voiture dans un hôtel, je vais transformer en gros plan cinématographique d'une Audi RS6 Sport entièrement noire dans le hall d'un luxueux hôtel parisien à la lumière du jour. Vous avez vu, j'étais beaucoup plus précis dans ce que je lui ai demandé. Mais en fait, ce qu'on voit à travers ces 2 exemples, c'est que quand j'exprime quelque chose, en fait, il faut que je me force à dire c'est quoi le résultat. C'est exactement ce que j'ai dit tout à l'heure. En fait, il faut partir avec le bon résultat en tête. C'est quoi le livrable que je veux? Tu vois, j'aimerais bien une voiture dans un hôtel. Ah ouais, mais en fait, c'est pas terrible ça. Non, en fait, je veux mon Audi, etc. Un gros plan cinématographique, un bel hôtel parisien. Et là, en fait, je commence à avoir des résultats qui sont un peu plus précis. D'accord ? Toujours partir du résultat, d'avoir en tête le résultat pour pouvoir produire ça. On va passer sur quelques cas concrets. D'accord ? Où je vais mettre en application tout ça. Premier cas, on va essayer de créer un assistant RH. Un assistant RH qui va m'aider à rédiger des offres d'emploi. Donc ça, je vais le faire avec ce que je vous expliquais tout à l'heure, les custom GPT, les chat GPT custom. Donc ça, c'est accessible grâce à l'abonnement payant de ChatGPT, 20 € par mois. Ça permet en fait de créer... 20 $. Ouais, 20 $, ouais. Je fais la conversion. Mais ouais, c'est 20 $. Hein. C'est des outils américains, donc souvent on parle en dollars. Ça va permettre de... Donc là, vous voyez, je suis sur ChatGPT, je peux créer un nouveau ChatGPT custom. Ça va me permettre de le créer dans un contexte spécifique. C'est-à-dire, je vais créer un équivalent de ChatGPT qui va juste m'aider à rédiger des offres d'emploi. Ça va être son seul boulot. D'accord ? Ça va me permettre, ce que je mets ici, de le rendre beaucoup plus pertinent pour un objectif spécifique. Alors, avant toute chose, avant de partir là-dessus, je décompose mon process. Comment je vais faire pour faire ça? Alors, la première étape, en fait, ça va être déjà d'intégrer mon référentiel.
C'est quoi mes offres d'emploi que j'attends? C'est quoi la finalité? On part du résultat final. Donc, il faut que j'ai en tête, ok, bah ça, c'est les offres d'emploi que je fais d'habitude. Elles sont structurées comme ça, je les enchaîne dans ce sens-là. Voilà. J'ai ma grille de salaire. J'ai ma convention collective. C'est toutes les référentiels qui vont me permettre de faire mon boulot au niveau RH. Donc là, ce que je fais, je vais charger des documents ici, mes offres existantes, ma grille salariale, les descriptifs de poste et d'autres données externes comme la convention collective ou autre. Mon ChatGPT, la custom, peut accueillir jusqu'à 20 documents de 500 mégas, c'est pas mal. Sous tout type de format. Du tableau Excel, du PDF, du texte, des pages HTML ou du JSON. Le JSON, c'est des formats de données structurés. Et il est aussi possible, donc ça on le verra surtout pour la fin, de connecter ça à vos outils CRM, à vos outils ERP, à votre système d'information RH si vous en avez un. D'accord? Donc première chose, je définis ma base de travail. Première chose. Deuxième point, je paramètre mon ChatGPT. Donc là, c'est là où je vais lui donner mon prompt. Je reprends un peu ce que je disais tout à l'heure. Je dis bonjour. Bonjour ChatGPT. C'est pas obligé ça. Je lui donne un rôle, je lui donne un ton, je lui mets mes attentes. Tu es un assistant RH dans une société et là vous précisez votre société, et ta mission est de rédiger des offres d'emploi. Ton rôle, ta tâche. Tu vas utiliser un ton formel et professionnel. C'est la façon dont je veux qu'il formule mes offres d'emploi. Mes attentes. Avant de générer une offre d'emploi, tu dois impérativement collecter 3 éléments. Le poste, le type de contrat et la rémunération. C'est-à-dire que pour générer une offre d'emploi, je vais lui dire j'ai besoin d'avoir un chargé de communication à 35 heures en CDI. Et éventuellement sa rémunération si vous n'avez pas chargé la grille salariale au préalable. Je lui donne ça, le prompt. Ensuite, c'est mes trucs qu'on sautait, je spécifie mes livrables. Donc là, je lui ai dit, voilà le contexte, voilà ce que tu vas me sortir. Tu vas me présenter une offre d'emploi qui va intégrer les éléments, donc par rapport aux éléments précédents, ça va intégrer une description de l'entreprise, puis la présentation du poste, puis la liste des compétences et des expériences souhaitées. L'offre d'emploi ne doit pas faire plus de 2000 caractères et doit être au format TXT téléchargeable. Mes contraintes. Voilà le format que j'attends, voilà les contraintes. Ça me fait ça. Ça m'a pris 10 minutes à sortir. C'est pas forcément ultra qualitatif, mais ça m'a pris 10 minutes à sortir ça au format texte. Chef de projet, là je lui ai dit, génère-moi une offre d'emploi pour des chefs de projet SI. Avantage, boum, boum, donc là il a sorti tout ça du référentiel. Intégrer la direction des systèmes d'information du groupe et placer sous la responsabilité. Je ne vous la fais pas en entier, mais ça tient la route comme fiche de poste. Pour 5 minutes passées dessus. Donc imaginez, en passant un peu plus de temps sur la configuration, etc., pour bien l'adapter, et puis peut-être retravailler un peu le discours marketing, la marque employeur, on peut avoir des résultats beaucoup plus pertinents. Et une fois que j'ai ça, je vais pouvoir alimenter mes outils et mes process. C'est-à-dire que cette offre d'emploi, là, je l'ai générée au format texte, mais je peux très bien l'envoyer automatiquement par mail à tous mes collaborateurs, à tous les candidats que j'ai. Je peux l'envoyer vers mon système d'information RH ou vers le portail de l'APEC, de Pôle emploi, etc., si ces portails-là sont prêts à recevoir des offres d'emploi sous ce format-là. Vous voyez, donc ça, c'est le premier cas très simple pour décomposer un petit peu le process. Un process de création d'offres d'emploi. Un deuxième, qui est intéressant, et moi que j'utilise énormément, c'est créer un assistant qui rédige des comptes rendus sur la base de mémos vocaux. Même méthode. J'intègre mon référentiel, je paramètre, je spécifie mes livrables, et éventuellement j'alimente mes outils et mes process. Je vous ai dit tout à l'heure, ChatGPT, c'est entendre, parler, voir. Okay ? Dans le référentiel, ce que j'ai fait, je lui ai dit qui j'étais. Je vais prendre le cas personnel parce que c'est un cas que j'utilise vraiment. Je vais prendre un cas personnel. Donc, je lui ai dit qui j'étais, mon métier, ce que je vous expliquais tout à l'heure. D'accord ? Les problèmes que je résous pour mes clients, etc. Je lui ai donné des modèles d'écrit que je fais. Quand je fais un mail à un client, voilà comment je communique à mes clients, voilà comment je fais mes comptes rendus, etc., etc. Ça, c'est mon référentiel. J'ai paramétré mon chat GPT pour lui dire, voilà, je pourrais vous montrer tout à l'heure pendant les démos ce que j'ai fait. Je spécifie mes livrables, et là, en gros, je lui ai dit, je veux que tu me sortes, je vais te faire un mémo vocal, et je vais vous faire la démonstration maintenant, je vais te faire un mémo vocal, comme je fais quand je sors d'une réunion client. Je veux que tu me fasses un mémo de quelques lignes qui précise ce que je t'ai dit à l'oral. Je veux que tu me fasses un mail que je pourrais envoyer à mon client dans la foulée, et je veux que tu me fasses une liste de tâches des choses que j'ai à faire.
j'ai spécifié mes livrables. Je vous fais la démonstration. Donc, alors je vous le montre, en fait, je vous le montre sur mon téléphone et je vous montre le résultat sur l'ordinateur. Donc là, en fait, je vais dans tous mes chats GPT là, et j'en ai un qui s'appelle sortie de réunion. Donc là, vous voyez, j'arrive sur une interface. Alors, je ne sais pas si vous le voyez à l'écran. Je vais mettre le micro ici. Là, il est en train d'entendre tout ce que je suis en train de dire. D'accord? Donc, je vais arrêter parce que là, il m'entend dire n'importe quoi. Il le convertit en texte. Donc là, vous voyez, il a saisi un texte, en fait, où il a retranscrit ce que je disais à l'oral. Et là, je vais vous donner un exemple de ce que je pourrais faire. Je monte dans ma voiture, je sors de réunion. Je sors d'une réunion avec Monsieur Martin de la société Alpha au sujet de la refonte de son site internet. Il était intéressé par le déploiement et la mise en place d'une stratégie de contenu, éventuellement d'un peu de publicité sur les réseaux sociaux. Il veut lancer ça pour le début de l'été. Qu'est-ce que je pourrais... L'objectif est que je lui fasse passer un devis pour la semaine prochaine et lui, de son côté, il doit me passer ses accès à Google Analytics. Voilà. Je sors de réunion, je fais ça. Et les il les met aussi, il fait quoi? Et là, vous voyez, il mouline. Donc là, il est en train de convertir ce que je lui ai dit à l'oral en texte. Il marque « Converting to text ». Vous voyez, donc là, il m'a mis, et donc le texte, je sors d'une réunion avec Monsieur Martin de la société Alpha au sujet de la refonte de son site internet, point. Il était intéressé par le déploiement et la mise en place d'une stratégie de contenu, virgule, éventuellement d'un peu de publicité sur les réseaux sociaux. Il veut lancer ça pour le début de l'été. L'objectif est que je lui fasse passer un devis pour la semaine prochaine. Et lui, de son côté, doit me passer ses accès à Google Analytics. Donc il a enlevé tous les etc. Je vous montre en fait, donc là, il est en train de travailler. Hop, est-ce qu'on voit? On voit quoi là? On voit toujours ça. Donc je vais sur mon chat GPT. Hop, alors je suis désolé, la qualité de l'écran elle n'est pas terrible du tout. Hop, comment il me l'a appelé? Donc ici, alors chat GPT, enfin voilà, vous avez l'interface ici, et là vous avez tous mes chats. C'est un peu comme mon historique internet. Hop, et là c'est ce qu'il m'a fait. Vous voyez, donc refonte du site internet, donc mes mots. Attendez, hop, je rebascule ici. Les points clés discutés. Publicité sur les réseaux sociaux. Et en fait, vous voyez, là, je lui ai dit, vous avez vu le texte que je lui ai donné. Hein. De ça, il me fait ça. Hein. Le CR envoyé par email. Bonjour Monsieur Martin, suite à notre réunion concernant la refonte de votre site, nanana, pourriez-vous s'il vous plaît me transmettre vos accès Google Analytics à votre plus proche convenance? Donc là, il prend pas vraiment, je dis pas ça. Hein. Et cela nous permettra d'analyser la performance actuelle du site, nanana. Le plan d'action, préparer un devis détaillé, obtenir les accès Google Analytics. D'accord? Vraiment. Et ça, c'est sur le chat GPT-4, là, Chat... sur l'abonnement à 20 balles par mois. Ouais. Enfin, 20 $. Je vous montre en fait. Tu peux faire tout ça? Tu peux faire ça. En fait, ici, là, vous voyez, c'est ce que je vous expliquais, le GPT Store. Ok, et je montrerai des cas d'exemple à la fin, tout à l'heure. Si vous avez complété le questionnaire, je vous montrerai comment avec ça, vous pourrez. Vous voyez, ça, c'est un peu comme l'App Store. C'est tous les stores Drone sous Style, en fait. Là, vous mettez une photo et vous la transformez en dessin. Mes filles, elles adorent en fait ça. J'ai un truc qui permet de générer des dessins à colorier enfin, on dit un truc et ça fait un dessin colorié. Bref. Et en fait, là, j'ai mes propres GPT, là, donc les miens, ceux que j'ai fait. Et là, lui, il s'appelle sortie de réunion, c'est celui-ci. Hop, sortie de réunion. Et donc là, vous voyez, à chaque fois, mince. Non, arrête-toi. En fait, là, je peux repartir sur un nouveau... Quand je sors d'une réunion, je peux le refaire, en fait. D'accord? Je vais contextualiser. Son seul job, c'est de faire ce que je viens de vous faire là. J'essaye de vous montrer un peu la configuration. Désolé, c'est que je fais ça dos à... Hop. Et là, en fait, dans la configuration, ici, il s'appelle sortie de réunion. Sa description, c'est transformer les mémos vocaux, donc c'est ce qu'on voit ici. Sortie de réunion est conçue spécifiquement pour structurer les informations fournies, titre synthétique. Là, je lui ai donné le format. Le mémo, c'est un résumé de 400 mots maximum pour mon usage personnel, incluant des listes à puces. Le CR, uniquement le corps du mail, synthétisant rapidement le mémo et précisant les prochaines étapes. On débute avec un bonjour interlocuteur. Le plan d'action, une liste à puces détaillant chaque pas. Je lui ai fait ça. Il me sort ça. D'accord? Ça, c'est assez facile à faire. Tu vas venir prendre un café au bureau. C'est assez facile à faire. Là, ça rédige, mais ça ne pas directement les mails. C'est l'étape suivante. Alimenter vos outils et vos process. Moi, j'utilise en fait une base... Ouais, il faut de la relecture. Toujours, en fait, il faut toujours... Dans le doute, il faut toujours... Après, c'est la dernière étape, alimenter mes outils, mes process. Donc, le truc, là, moi, je fais un copier-coller de ce truc-là, j'envoie à mon client. Mais ça, c'est aujourd'hui, ça se trouve, dans un an, ça sera automatiquement intégré à mes outils. Les tâches ou mes mémos,
moi j'ai un outil où je mets tous mes comptes rendus de réunion, classés par client. Je pourrais le faire en fait automatiquement, aller l'alimenter ça, assez facilement. Ça demande un peu de temps, là je vais peut-être y passer 2 heures, mais automatiquement quand je fais ça, je dis ok, tu peux l'envoyer sur Notion, c'est l'outil que j'utilise, envoie-le sur Notion dans le client Intel et il va le faire tout seul. Mais encore une fois, j'ai décomposé mon process et le résultat que je voulais. Là, on n'était que dans un contexte avec ces outils ChatGPT, etc. Mais quand on commence à mêler de l'intelligence artificielle, des outils no-code, ça vous parle des outils no-code? Non, c'est des outils. Je parlais de Notion tout à l'heure, ça fait partie de ces outils-là. C'est tous les outils en fait qu'on peut utiliser sans avoir besoin de compétences en code particulières. Donc Access, je ne sais pas si vous connaissez Access, c'était l'ancêtre de l'outil no-code. Donc si on utilise l'IA, le no-code et de l'automatisation, quand il se passe ça, alors tu déclenches telle action dans tel outil, on peut aller beaucoup plus loin. C'est comme Zapier et Make? Ouais, exactement. L'automatisation, c'est des outils donc, comme Zapier, Make ou N8M. Donc, c'est des outils, en fait, je parlais tout à l'heure, au tout début, j'ai insisté sur le terme API. API, en fait, il faut voir ça un peu comme c'est comme des prises qu'on a derrière chacun des outils. Et en fait, ça permet de brancher un outil à un autre. Make, Zapier et l'autre outil que j'évoquais tout à l'heure permettent en fait de créer des ponts entre les outils. Quand il se passe ça dans tel outil, alors tu déclenches telle action dans tel outil, puis telle action dans tel outil. Je vais vous montrer là des cas concrets. Si on veut automatiser sa production de contenu. Pourquoi? J'automatise une veille juridique, économique, concurrentielle sur un secteur d'activité. Donc je vais configurer pour faire en sorte de recevoir de la veille sur un sujet en particulier qui va venir alimenter ma stratégie de contenu sur les réseaux sociaux. Par exemple, je décompose. Première étape, je vais définir mes sources. C'est quoi les sources que je veux observer? Je vais essayer d'extraire le contenu de ces sources. D'accord? Je peux suivre des sites web, des vidéos YouTube, des profils Twitter, etc. Je vais analyser ça, j'aspire le contenu, je vais rédiger des posts qui sont adaptés. Ce serait bien si j'arrivais à générer une image aussi, sans que j'ai à aller sur de l'achat d'art, etc. Et je vais programmer la publication. J'ai décomposé mon process. On y va? Définir des sources. Donc là, en fait, j'identifie toutes mes sources. Comme je disais tout à l'heure, ça peut être des flux RSS, ça peut être du Facebook, des sites, du YouTube, bref, n'importe quoi. Toutes les sources, par exemple, je vais prendre un sujet, là j'ai un sujet sur l'automobile, mais si c'est de la veille sur le digital, par exemple, ou sur l'intelligence artificielle, je pourrais très bien trouver quelques sites de qualité qui me plaisent, des personnes sur Twitter qui prennent la parole et qui sont toujours pertinents, des gens qui font des vidéos sur YouTube. Je sélectionne mes sources. Et j'envoie tout ça dans un outil qui s'appelle rss.app. C'est un outil en fait qui permet de générer des flux RSS à partir de n'importe quelle source. Un flux RSS, c'est des flux d'actualité. D'accord ? Là, dans mon cas, j'ai pris des trucs sur l'automobile. Donc j'ai pris le site d'Audi pour faire le test de la voiture dans l'hôtel, etc. Je tire le fil. La fameuse Audi RS6 là, qu'on a là. Et en fait, donc, je vais te dire, ok, tu vas sur le site d'Audi, dès qu'il y a une nouveauté produit sur le site d'Audi, hop, ça m'intéresse. Je pourrais très bien suivre des sites automobiles et de dire, tu vas me prendre tous les articles, mais on va garder que ceux qui parlent de Audi. Donc je mets un filtre là-dessus, c'est-à-dire que je sélectionne et je filtre ma veille. Et ensuite, tout ça, je le fais tomber dans un outil qui s'appelle Airtable. Airtable, c'est un peu l'équivalent d'un tableau Excel. Mais sous stéroïde, quoi. Enfin, vraiment un truc qui est très ouvert sur le web, sur l'extérieur, donc APIsé pour le coup. Et en gros, dans ce tableau-là, je vais lui dire, à chaque fois que j'ai un article avec le mot-clé Audi dans toutes les sources que j'ai dit, tu me fais une nouvelle entrée là-bas. D'accord? Donc là, j'ai défini mes sources. Ensuite, sur ces sources, il y a plusieurs choses. Je vais pouvoir extraire du texte d'une page ou je vais pouvoir transcrire le contenu audio d'une vidéo. Là, c'est des usages un peu avancés. Donc là, j'ai deux outils. J'ai Zapier, on en parlait tout à l'heure, qui va me permettre d'aller sur une URL et d'extraire tout le texte que j'ai sur ma page, qui est compris dans les balises précises pour éviter de reprendre le menu, etc. Donc là, je vais récupérer un modèle singulier à votre image. Ça me l'envoie là-bas. Et là, sur cette vidéo, en fait, je vais l'envoyer dans un outil d'OpenAI, le même qui fait ChatGPT. Et en fait, il a un outil qui s'appelle Whisper. Whisper permet de transcrire un contenu audio-vidéo. Vous lui donnez une vidéo YouTube et il vous sort le texte qui a été dit à l'oral.
D'accord? Donc en gros, voilà mes sources, ça se fait automatiquement, ça tombe dans cet outil. Une fois que j'ai une nouvelle ligne dans mon tableau que j'avais tout à l'heure là, ici je lui dis, dès que j'ai une nouvelle ligne, bing, tu m'extrais le contenu, si c'est du texte c'est Zapier, si c'est de la vidéo c'est là-dessus. Et ça me sort tout ça. Maintenant on va rédiger des posts. Donc toujours pareil, on l'a vu tout à l'heure, tu vas agir comme un rôle, tu vas créer une tâche, tu vas me sortir les résultats sous tel format en respectant mes restrictions. Le post donne ça. Et là, vous voyez, à la différence de tout à l'heure, j'ai ça là qui apparaît. Ces trois trucs-là. Ces trois variables que j'ai récupérées de mon tableau. C'est les choses que j'ai extraites. J'ai besoin que tu agisses comme un professionnel aguerri de la rédaction de posts pour les réseaux sociaux, notamment Instagram. Tu vas me créer un post de 60 à 100 mots pour les réseaux à partir de l'information suivante, titre, article et lien. Et là, en fait, vous voyez, j'alimente les informations que j'ai extraites au préalable. Le titre de mon article, le contenu que j'ai extrait, soit la transcription texte, soit le contenu texte que j'ai copié, et le lien, parce que c'est bien d'avoir le lien. Là, c'est une variable, ça. Et à chaque fois, pour chaque nouvelle ligne de mon tableau, il va faire ça en back-office, entre guillemets. Le post doit être engageant, sur un ton professionnel, comporter 1 à 2 emojis, commencer par une accroche, un retour à la ligne, 3 à 5 hashtags, après un retour à la ligne. Là, c'est toutes les bonnes pratiques pour rédiger un bon post LinkedIn. Ce qu'il se passe, c'est quand j'ai mon article, donc ma page ici qui arrive, j'extrais le contenu, il me fait ça. La puissance à l'état brut, la nouvelle Audi RS6 sera invente dans une version performance encore plus intense, conçue pour vous faire ressentir des sensations fascinantes, son puissant moteur. N'attendez plus, réservez votre essai, Audi Maroc RS6 Drive. C'est pas mal pour un post sur les réseaux. Encore une fois, ça fait 50% du boulot. Ça, il a sorti d'une série de combien de... Enfin, dans les entrées, il y a combien de différentes entrées là pour sortir ça? Non, c'était juste un exemple ici, donc j'en avais 3-4. Mais en fait, l'idée là, c'est vraiment de comprendre que dès que j'ai une entrée qui correspond à ce que je veux filtrer, d'accord? Donc là, je voulais du contenu sur les Audi. Donc là, c'était le site d'Audi. En fait, il va aspirer le contenu et il me sort ça automatiquement. Il me fait ce texte-là automatiquement. Ce texte-là, je peux l'envoyer. Donc là, je vais donner plutôt les bonnes pratiques pour du Insta, mais j'aurais pu très bien l'adapter pour du LinkedIn ou autre. Ce serait bien d'avoir un visuel quand même de notre Audi. Donc là, je vais juste vous montrer comment ça fonctionne sur les outils. Donc il y a plein d'outils pour générer des images, Stable Diffusion, DALL-E, Midjourney. Je vais vous montrer des exemples de chacun des outils. Là, on est un peu plus technique. C'est moins grand public que ChatGPT où je marque juste mon truc. Là, il faut utiliser Discord. Je pourrais vous montrer, je ne sais pas si vous connaissez Discord, mais c'est un peu plus rude. Il faut que je mette un préfixe. Donc là, je définis le style de mon image. Studio photographie, cinématique close-up shot, Renaissance painting. Donc pour les professionnels de l'image, voilà, on choisit le style. Je définis la scène. Je mets un peu ce qu'ils appellent les suffixes pour essayer de donner un peu de... Comment dire, vous voyez, Féerique Vibe, Colorful, LC Color Palette. En gros, c'est pour donner une petite caractéristique. Et après, c'est des paramètres qui vont permettre de dire, voilà, est-ce que je l'avais en 16/9, est-ce que je veux que tu sois très très créatif ou pas du tout. Bref. Donc en gros, si je reprends ma voiture de tout à l'heure, imagine, donc le style, c'est un gros plan cinématographique. Le contenu, c'est une Audi RS6, nanana. En effet, je veux à la lumière du jour. En paramétrage, je veux du 16/9. Là, je vais vous montrer les différents outils, ce qu'ils ont généré comme visuel à 2 périodes, donc en novembre et en janvier. Ça, c'était Stable Diffusion. Donc là, on voit l'IA. Là, vous voyez sur le symbole Audi, là, c'est pas propre. C'est pas propre et l'image, il y a des reflets, ça fait... Ça, c'était en septembre 2023, pardon. En janvier, il nous sort ça. Toujours pareil, c'est pas clean. Vous le voyez pas trop, la qualité de l'image n'est pas terrible. C'est pas terrible. DALL-E, donc c'est l'outil de ChatGPT, vous voyez, il nous fait ça. Donc on est dans un lobby, etc. Je trouve qu'il y a un ton un peu... ça fait moins vrai, en fait. Ça fait un peu plus virtuel. Chaque outil, en fait, c'est un peu ses parties, ses spécificités. Et là, en janvier, il nous fait ça. Toujours pareil, mais bon, c'est toujours un peu... Et Midjourney, en septembre, nous sort ça. Donc là, ça commence à être pas mal. Il n'y a pas trop de contraste sur le... En janvier, il nous sort ça. La semaine dernière, il nous sort ça. Le logo est parfait. À l'écran, franchement, les ombres, etc., c'est bluffant. C'est bluffant. Et ça pourrait... là, ça fait vraiment photo pro, quoi. Donc, Bon, maintenant qu'on a notre texte, qu'on a notre image, on va pouvoir programmer notre publication. Donc là, en gros, j'ai tout mon truc. Ça me remonte mon actu, le lien, mon texte, publié. Et c'est fait.
C'est compliqué quand même ce qu'on vient de voir, d'accord, mais c'est pour montrer un cas d'usage un peu concret. Si je veux automatiser ma veille et alimenter une stratégie pour finir sur un post sur les réseaux. Pour information, là, c'est un de mes partenaires qui les travaille. Il bosse pour Audi Maroc. D'accord, c'est Anode, la société Anode à Niort avec qui je travaille souvent, qui ont fait ça. Et en gros, ils ont bluffé le client parce qu'ils ont réussi à mettre des Audi sur... j'ai plus le terme là. Sur la promenade là, à Marrakech, en fait, ils ont mis sur 12 ces photos, parce que les photos d'Audi, c'était que dans la forêt noire ou des trucs comme ça. Et là, ils sortent des photos dans le désert, etc. Mais elles sortent d'où ces photos de Midjourney. Pour vous donner un ordre de grandeur quand même budgétaire, parce que tout ça n'est pas gratuit. Les sources, donc j'avais deux outils, donc Airtable et RSS.app, c'est donc 10 € et 10 €, ou des dollars, hein, mais par mois. Whisper, c'est à peu près 0,5 centimes la minute de transcription. Donc là, pour une vidéo de 3 minutes, vous faites le calcul, c'est quelques dizaines de centimes. Pour rédiger des posts, c'est ChatGPT, donc c'est à l'usage, mais c'est pas grand-chose. Et Midjourney, c'est 10 € par mois. Et là, ce que vous voyez pas, qui est caché dessous, c'est Zapier, l'outil qui va permettre de faire le lien entre toutes ces applications, c'est 20 $ par mois, ou 20 €. Mais pour un usage beaucoup plus puissant. Ok? Pardon? Ouais? Non? J'ai une petite question. Ouais. Quid du droit à l'image dans ces moments-là, en fait? Alors. Parce que vous allez peut-être en finir. En fait, non, j'ai pas. C'est ce que je disais tout à l'heure. En fait, le droit à l'image, c'est super flou. En fait, c'est des zones grises pour l'instant. Il y a du droit d'auteur quand même. Ce que je disais tout à l'heure, si je réplique, si je dis fais-moi cette photo avec le style d'un photographe vraiment connu, reconnu, là, le droit d'auteur va rentrer en ligne de compte. Mais sinon, c'est pas encore flou et je sais même pas si, en fait, c'est même pas dit qu'on soit obligé de déclarer que c'est une image qui a été générée par de l'IA. On passe à la suite du coup. Donc, autre cas. Pour former vos équipes. Toujours pareil, même démarche, le process. J'intègre ma base de connaissances, je vais essayer de créer un programme de formation sur mesure, sur un sujet. Je vais créer une formation qui va être dispensée par un avatar et je vais aller tester les connaissances de mes collaborateurs avec un chatbot quiz. Ok? Toujours pareil, Custom GPT qu'on a vu tout à l'heure. Et là, je vais lui donner ma documentation technique, le tutoriel, le guide d'utilisation. L'exemple que je vais prendre, c'est avec du Google Ads, c'est la publicité sur Google. D'accord ? Je vais lui donner un peu mes bonnes pratiques et je vais lui donner aussi toute la documentation de Google pour qu'il comprenne un peu le sujet, pour l'exemple. On va générer un programme de formation. Donc le prompt que je lui fais ici, le rôle, le ton, les attentes, toujours. Tu es un formateur expert en Google Ads dans une société de blablabla. Ta mission est de construire un programme de formation. Tu vas utiliser un ton pédagogique parce qu'on est dans de la formation. Les attentes, en utilisant uniquement les données de ta base de connaissances, tu dois générer un programme de formation de 6 modules contenant chacun 5 sous-modules. Là, je suis très précis, je lui dis exactement ce que je veux. Propose ensuite à l'utilisateur de choisir un module et un sous-module. Lorsqu'il a choisi, tu généreras le contenu de la formation. Après chaque génération, demande à l'interlocuteur de valider si le contenu lui convient. Ça, c'est important aussi, c'est un truc que vous pouvez essayer. C'est plutôt que d'être en mode non-stop. Vous pouvez lui demander, ok, on fait un temps, tu me demandes si ça va, on ajuste et après on passe à la suite. Quand vous utilisez l'IA, ou ChatGPT. En gros, voilà, je lui donne ça. Bien sûr, je vais construire une trame de formation pour le search, donc les Google Ads. J'ai utilisé vos fichiers sur Dropbox, ainsi que la documentation officielle contenue dans Doc Google Ads. Donc ça, c'est mon référentiel que je vais donner. Et là, il me fait, c'est la première capture, mais le plan de ma formation. Programme de formation search sur Google Ads, introduction, principe de base, création du compte Google Ads, structure. C'est très cohérent. Pour connaître, c'est vraiment très cohérent. Ok, donc là, j'ai mon programme, j'ai la structure de mon programme. La formation à laquelle vous assistez aujourd'hui a été générée par de l'IA. Ensuite, j'aimerais bien générer un script vidéo. Voilà, savoir ce que je dois dire en fait, déjà, à l'oral. Donc tu es un expert, donc je change nouveau prompt, un expert en création de vidéos de formation pour les pros. Toujours le ton pédagogique. Et là, on va générer un script de vidéo de formation. Chaque vidéo, tu vas me la décomposer en titre de la séquence, le texte que je vais devoir dire à l'oral pendant la séquence et une description de ce que je vais montrer à l'écran. Donc en gros, je lui demande de préparer mon support PowerPoint là et ce que je vais dire pendant mon support PowerPoint. On attaque par le module 1, séquence 1.
Introduction aux stratégies d'enchères, le texte à dire. Bienvenue dans ce module, nous allons explorer les différentes stratégies d'enchères sur Google Ads et comment les utiliser efficacement. Les enchères jouent un rôle crucial dans la performance. Bref, en illustration, le logo de Google Ads et une animation montrant les différents styles d'enchères. Donc là, il me fait vraiment toute la décomposition. Et après, alors je ne sais pas si je vais avoir du son, mon son est un peu cassé. Tout ça, en fait, je l'ai mis dans un outil qui s'appelle Synthesia. Et qui permet, en fait, c'est comme PowerPoint, sauf que je peux mettre un petit avatar vidéo qui va dire du texte que je lui donne. Bonjour à tous, voici une petite démo de génération d'avatars virtuels dans le cadre de cette session de présentation sur l'intelligence artificielle. J'aurais pu être l'avatar de Léo, mais vu que l'outil coûte cher, on restera sur un modèle générique. Bienvenue dans ce module où Je peux changer ma voix. différentes stratégies d'enchères sur Google et Ads et comment les utiliser efficacement. Les enchères jouent un rôle crucial dans la performance de vos campagnes. Ça n'enlève pas les fautes. Hein. Aujourd'hui, nous allons comprendre comment choisir la bonne stratégie pour vos objectifs. Bienvenue dans ce module où nous allons explorer les différentes là, c'est le texte que j'avais juste avant. Et comment les utiliser efficacement. Je peux faire des animations, etc. Dans la performance de vos campagnes publicitaires. Aujourd'hui, nous allons comprendre comment choisir et je peux même parler en anglais si je veux. Alors c'est du français, parler anglais en fait. Okay. Bref. Vous avez compris le truc en fait. Je m'arrête là, mais vous avez compris le principe. Vous avez vu le truc en fait, là j'aurais pu mettre moi en fait qui vous parle, j'aurais pu mettre ma voix qui vous parle si j'avais passé un peu plus de temps. C'est juste pour vous faire comprendre le cas d'usage en fait. Si jamais je veux industrialiser de la formation, ce que je vous fais aujourd'hui par exemple, en fait c'est possible aujourd'hui. Encore une fois, tous ces outils-là ne sont pas gratuits. Là, cet outil-là, générer une vidéo de 2 heures par mois, c'est $20. Si je veux en générer plus, c'est 70 par mois et voire encore plus. Mais vous voyez un petit peu la puissance de ces outils, avatar, génération de voix, des prompts, etc., qui permettent de produire ce genre de résultats. Bon, j'ai fait mon support de formation, j'aimerais bien vérifier que vous avez compris ce que je vous ai dit. Donc, je vais créer un chatbot maintenant, toujours dans la foulée. Donc, tu es toujours mon formateur expert, blablabla, mon ton pédagogique. Et maintenant, on va demander à l'interlocuteur de choisir un module. On va lui proposer une question à choix multiple avec une seule bonne réponse. S'il répond bien, on lui propose une nouvelle question. Si la réponse est fausse, on lui indique la vidéo où il pourra trouver la bonne réponse. Et en fait, donc dans ChatGPT, j'ai créé ça. Bonjour, sur quel module de formation? Le module 4.1, comprendre les stratégies d'enchères. Parfait, voici une question. Moi, je n'ai pas mis la réponse. Et en fait, là, je réponds faux. Il me dit non, c'était une erreur, etc. Tu pourras trouver la bonne réponse. Voilà le genre d'exemple qu'on peut faire grâce aux outils d'automatisation de nos codes et l'intelligence artificielle. Est-ce que vous avez des questions ou des remarques par rapport à tout ça? Tout ce qui est fait là, c'est quelque chose qui est... C'est réalisé par des professionnels. Oui, non, mais c'est accessible à tout le monde, quoi. En fait, alors Il suffit de payer pour avoir les... Il faut être, c'est une très bonne question. Il faut être un peu geek quand même. En fait, j'ai passé des nuits à jouer avec, à essayer de comprendre parce que ça m'intéresse, j'ai été curieux. Là, l'idée, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est vraiment le côté... c'est pas compliqué en fait. Il y a des contenus sur YouTube, après il peut y avoir des petites séquences de formation, mais le problème c'est que ça va très vite. J'ai un client, j'ai fait cette séquence-là il y a 3 mois, il me dit « Ah, pas de problème, j'aimerais bien que vous formiez mes équipes, je vais faire un devis, le temps que ça se passe, en fait les technologies c'est juste dépassé quoi. » Donc en fait il faut vraiment être dans la bonne posture et être un peu curieux et tester. D'accord ? Choisir les bons outils. Et puis, et après, si je prends un peu de recul aussi, si jamais vous voulez le déployer dans vos entreprises, au niveau de vos collaborateurs, parce que là, on est vraiment sur un usage un peu personnel. Ce qu'on constate, en fait, c'est que des fois, dans des boîtes, y a des collaborateurs qui utilisent l'IA, mais qui ne le disent pas, en fait, qui le font un peu en cachette, etc. Faut pas, en fait. Ok, ça peut être ouvert, il faut communiquer là-dessus. Et il faut, je pense qu'en tant que dirigeant, vous pouvez être bienveillant là-dessus. Et voilà, s'il y en a qui sont moteurs, qui veulent tester, etc., il faut encourager ça. Parce qu'eux, ils vont pouvoir trouver des cas d'usage intéressants à appliquer dans vos business. D'accord ? Ça, c'est important. Il faut encourager ça. Et il faut que vous, en tant que dirigeant, vous soyez vraiment convaincu par le sujet. Je ne pense pas qu'il faille en avoir peur. Même si on a vu qu'il y a beaucoup de risques, ça porte beaucoup de risques derrière tout ça. Mais il faut
il faut accueillir ce truc-là parce qu'on va se le prendre en pleine face, enfin on se le prend déjà en pleine face. Donc, et comme je disais tout à l'heure, ça va arriver par couche. Il y en a avoir un peu partout, dans tous nos métiers, dans tous nos outils. Donc il faut l'accepter. Et être un peu curieux et voir ce qui se passe. Qu'est-ce qui parle? Oui, pardon. J'ai 2 points à ajouter à ta super présentation. Première, super pertinent en tout cas sur le droit qui est assez complexe pour y répondre. Et c'est le risque aussi de l'utiliser en se disant on peut faire un avocat. Je ne suis pas convaincue encore aujourd'hui avec tous les éléments qu'on a qui nous remplacent des besoins. Alors en fait là je partage aussi, je ne sais pas si tout le monde a entendu, en fait c'était Anaïs, c'est ça qui Ouais. Anaïs, ouais. En fait, c'était donc une application au niveau du juridique. Et en gros, elle disait que les résultats étaient très médiocres par rapport à ça. Effectivement, il faut toujours vérifier les sources, etc. Et toujours vérifier, surtout sur du juridique, en fait. Parce que c'est autant sur la production d'un contenu, d'un article, on s'en fiche un peu. Rédaction d'une offre d'emploi, on s'en fiche un peu. Quand on touche à des sujets comme ça commence à être un peu plus sensible. En fait, ce qu'il faut... Ouais. C'est vraiment une question dans l'apport de preuves. Notamment avec la vidéo. Et par contre, il y a un truc qui est important, là je fais une petite parallèle, là sur le juridique, en fait je pense qu'il faut quand même être vigilant parce que ça peut arriver vite. Il y a Google qui a lancé une IA sur la médecine aux États-Unis, qui a fait une expérimentation cet été. Et en gros, ils ont fait des tests. Donc il y avait des médecins qui répondaient en téléconsultation et une IA qui répondait en téléconsultation. Sur la qualité du diagnostic, jugé par des médecins à l'aveugle, etc., la qualité du diagnostic par l'IA était plus efficace, plus pertinente. Et sur l'empathie, par contre, c'est l'IA qui a gagné aussi. Ouais, sur l'empathie. En fait, sur 26 points de contrôle, l'IA a gagné sur quasiment 24 ou 25. Sur la prise en compte, l'explication, la pédagogie, la réassurance, etc. Non, mais en fait, et là, c'était encore une fois, c'était une IA qui était spécialisée et contextualisée dans l'apprentissage de la médecine. En fait, c'est quand on utilise ChatGPT pour aller vers du droit ou du juridique, etc., il n'a pas tout le corpus, toutes les spécificités, toutes les jurisprudences. En fait, il n'a pas tout ce corpus de texte-là, de contenu-là. Donc, c'est pour ça qu'il ne va pas être aussi pertinent. Par contre, si vous avez un modèle qui est entraîné vraiment spécifiquement là-dessus, en fait, il peut avoir des résultats potentiellement intéressants et... moi, je suis convaincu que nous, humains, en tant qu'humains, on a notre place et tout, et l'intelligence humaine et notre capacité, notre sens critique, etc., est clé là-dedans. Ce qu'il faut, c'est en fait comprendre comment ça fonctionne, ce qu'on peut faire avec ça. Et je vous le dis à titre personnel, moi, mon usage, c'est en fait faire des comptes rendus, faire tout ce que je vous ai montré tout à l'heure, ça ne me plaît pas dans mon métier, en fait. C'est pas là où j'ai le plus de valeur, c'est pas là où j'ai le plus d'impact. Je préfère être là, à vous sensibiliser, vous expliquer ça. Donc en fait, voilà, moi j'utilise l'IA pour gagner du temps sur ces sujets-là qui ne me plaisent pas, pour en passer plus sur les sujets qui m'intéressent, les sujets à forte valeur ajoutée. Donc voilà un petit peu la façon d'utiliser. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions à la salle, si vous voulez. Donc vous avez répondu tout à l'heure au petit questionnaire. Je vais regarder les réponses et on peut faire des tests en live si vous voulez pour que je vous montre un peu la façon de faire et comment très rapidement on peut avoir des résultats. Je ne sais pas s'il y a des questions pendant que je... Oui, je vois il y a 2 questions déjà dans le chat. Il y a Johan, agence de recrutement sur le 79. Vous avez évoqué Sora, logiciel de vidéo. Sora, ouais. Oui, elle a mis ouais. Je dis bêtement, pardon. Pouvez-vous nous en dire plus, s'il vous plaît? Alors Sora, c'est pas encore arrivé, c'est OpenAI, donc la boîte derrière ChatGPT et autres, qui a annoncé là il y a un mois qu'ils allaient sortir ça. Donc c'est du texte ou vidéo. Je mets un texte comme je mettrais un ChatGPT, ça me génère une vidéo de 60 secondes. Donc ils ont sorti ça, vous pouvez aller voir sur leur site, vous tapez Sora, vous le trouverez. Et voilà. Ok. Et il y a une autre question. Bonjour, si j'utilise ChatGPT payant, quid des données de mon entreprise que j'aurais mis pour mon référentiel? Est-ce mis à disposition de tous? Non. En fait, quand vous créez ce qu'on voyait là tout à l'heure, vous voyez, je suis sur l'écran, donc je vais l'utiliser. Là, vous l'avez à l'écran. Donc ça, c'était mon ChatGPT personnalisé que j'ai fait. Donc là, je lui ai donné ça. Dessous, je pourrais lui donner, là, je ne lui ai même pas dit. Je lui ai même pas donné mes styles d'écriture, mais je pourrais charger des fichiers pour lui donner mon référentiel, etc. Là, je précise, je ne sais pas si tout le monde voit, ses capacités. Est-ce qu'il peut aller sur le web? Est-ce qu'il peut générer des images? Est-ce qu'il peut interpréter du code? Et là, ce côté créer des nouvelles actions me permet de le connecter à d'autres outils. Et je ne sais pas où c'est pas là. Donc ça doit être dans mes paramètres. En fait, je peux lui dire, quand je vais l'enregistrer, ici, vous voyez, je l'utilise seulement pour moi, seulement les personnes avec un lien, ou je peux le rendre en public.
à partir du moment où je le mets en public, les données que je vais donner sont publiques. D'accord? Si je le réserve pour moi, les données restent pour moi. Il y a un truc quand même, en fait, là les données que j'envoie ici, c'est comme, je sais pas, j'ai un compte Gmail, j'utilise Microsoft Office, en fait vous mettez des données tous les jours sur des serveurs qu'ils ont aux États-Unis, c'est un peu la même chose, en vrai. Donc voilà, quand on regarde les politiques, etc., c'est très flou sur l'usage des données personnelles. C'est pour ça que je disais, ne mettez pas de données sensibles, évitez de mettre des données d'entreprise. Il y a des outils, je pourrais en parler pendant des jours, donc il y a des outils en fait qui permettent de reproduire ça, mais en local. C'est-à-dire, il y a un outil qui s'appelle jan.io, je crois, .ia, jan.io. Et en gros, vous téléchargez un logiciel qui simule ChatGPT sur votre ordinateur. Il n'est pas connecté à Internet. C'est-à-dire que vous avez la puissance de tout ce qu'on a vu là, mais ce n'est pas connecté à Internet. Et l'intérêt de cet outil-là, c'est que je peux utiliser le modèle de OpenAI, mais aussi celui de Mistral, celui de Llama, celui de tous les autres qu'on a vus. Donc je n'ai pas toutes les capacités de génération d'images, de lui parler, etc. Par contre, je peux avoir un ChatGPT sur mon poste en local qui n'est pas connecté à Internet. Donc ça peut rassurer sur le fait que mes données soient exportées à... Mon micro est tombé, merci. Donc voilà pour la question, mais en tout cas, ouais, ça peut faire peur parce qu'on a l'impression que l'outil, en fait, voilà, on met des données sur Internet et ça va être accessible à tout le monde. Ce n'est pas le cas. Le biais, moi, au contraire que je vois, c'est si je reprends l'exemple que j'avais tout à l'heure, j'ai fermé mon truc en fait. L'exemple là, en fait, où je génère des articles, où je génère des contenus. Si vous avez suivi, en gros, il prend une masse de contenu, il apprend de ces contenus pour en générer des nouveaux. Et on en génère plein de nouveaux, générés par une intelligence artificielle, donc de moins bonne qualité. Peu de contenus originaux vraiment, ou avec des idées nouvelles. Et la future version de de l'intelligence artificielle va se baser sur ces contenus-là, en fait. Ces nouveaux contenus générés par une intelligence artificielle. En fait, donc moi j'ai peur de l'appauvrissement un peu de la perte en qualité des contenus. Anaïs disait ça tout à l'heure, en fait, je ne sais pas vous, moi je vois tout de suite quand un contenu... Enfin, tout de suite. J'arrive à déceler quand même quand un contenu est généré par une IA. Et en fait, le réflexe que j'ai quand je suis sur les réseaux, c'est que je passe, en fait. Je ne regarde même pas, ça ne m'intéresse pas, il n'y a pas d'accroche, c'est pas humain, c'est pas authentique. Donc, en fait, ne l'utilisez pas comme ça pour faire du contenu de pauvre qualité. Faites-le pour produire encore plus de qualité. D'accord ? Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle avant que je regarde là, les réponses que vous m'avez dit tout à l'heure et puis je vais essayer de vous montrer... 40 réponses, ok. Ouais. Il y a aussi, il faut absolument décocher. Ou peut-être que je peux mettre sur Ouais. Ouais. L'historique dans ChatGPT pour éviter de sortir toutes les données aussi. Oui, aussi, ouais. Il y a des options, en fait, quand vous cochez, vous pouvez... Ah, mais on va m'entendre. Mais ouais, en fait, il faut décocher les options, ne pas rendre les choses publiques, etc. Il faut être un peu vigilant sur les petites cases à cocher. Je reprends là les exemples que vous m'avez donnés. Alors, je vais vous partager, je vais être transparent. Hop. Donc, en fait, sur les réponses que vous m'avez données tout à l'heure, là, j'ai eu 35 réponses. Générer un persona marketing pour mon activité. Je vous ai mis beaucoup de trucs sur le marketing, c'est mon métier. Entre autres, générer des idées de contenu. Générer des accroches Google Ads, je vous propose de faire le persona, d'accord ? Donc, est-ce que si vous êtes OK, je vous enverrai la captation vidéo là qu'on a fait ce matin et je vous mettrai quelques exemples de prompts que je vais vous montrer là. En fait, quand je vais générer un persona, c'est un persona marketing, tout le monde est OK avec le concept ? C'est en gros, c'est votre public, quoi. C'est voilà, qu'est-ce qui caractérise mon public ? Comment je peux bien lui répondre ? Souvent, un persona, c'est Michel, à 42 ans, il aime le basket, etc. En fait, ça va au-delà un persona. C'est quoi ses motivations, c'est quoi ses freins, c'est quoi ses objections, etc. C'est un truc que je fais très souvent. Parce que, alors attendez, en gros, pour tout ça, moi j'ai ma bibliothèque de prompts. Alors, hop, je vais... c'est pas facile de jongler entre les deux écrans. Tu me dis s'il y a d'autres questions, Alizé ? Non. Il n'y en a pas. Et en gros, donc, je vais vous montrer le prompt et j'en ai plein et je vous les partagerai. Hop. Tchouk. Alors bien souvent, alors vous avez peut-être acheté des prompts. Il y en a qui ont acheté des prompts ou pas ? Ouais. En fait, il y a un commerce qui s'est créé sur la vente de prompts. C'est ce qui paraît logique. Hein, c'est comme hop, je vais là. Donc là, je me mets
sur ChatGPT, ici, je peux choisir le modèle qu'on voyait tout à l'heure. Donc là, comme je suis sur la version payante, j'ai accès à celui-ci, au 4. Mais vous, par défaut, si vous êtes sur la version gratuite, vous avez le 3.5 qui est plus rapide, mais beaucoup moins puissant. Ici, j'ai un prompt. Alors la particularité de mes prompts, là, c'est qu'ils sont tous en anglais. Alors je vous le colle. Là, j'ai un bloc-notes, j'ai un référentiel avec plein de... Hop. Et alors, est-ce que je peux agrandir ce truc-là ? Je vous les partagerai si ça vous intéresse. C'est en anglais, je vous le traduis rapidement. Donc, je mets le contexte. Vous êtes un target audience, donc ça, c'est le nom de mon truc. Professionnel digital marketer, donc un professionnel du marketing digital qui aide les... Hop, là, on va préciser le contexte. Tu es un expert de classe mondiale en recherche holistique sur la cible, etc. Donc là, vous voyez, je lui mets vraiment du contexte un peu poussé. Et je lui dis « You speak in French ». En fait, je m'adresse à lui en anglais, parce que son corpus est en anglais, donc il va aller chercher de la matière. Par contre, je lui dis de me parler en français. J'aurais pu le traduire, ça aurait fait des résultats quasiment similaires, mais je préfère avoir cette approche-là. Le but, je veux que tu crées un persona pour mon business, je vais utiliser ce persona pour définir mon positionnement, créer des campagnes marketing, etc. Ce sera la colonne vertébrale de mon marketing. La structure de mon persona, le nom, son rôle, ses problèmes, ses douleurs, les jobs to be done, c'est qu'est-ce qu'il doit faire, ses motivations, les éléments déclencheurs, ses barrières et son contexte. Là, je lui donne ce que j'attends et à chaque fois, je lui pose les questions. Voilà. Qu'est-ce que je veux ? Je veux que tu sois spécifique. Tu vas prendre un client idéal et tu vas me le détailler en précision. Je ne veux pas de platitude, je ne veux pas de trucs comme ça. On va se concentrer sur les éléments que je vais pouvoir utiliser dans mon marketing. Il faut que ce soit utile. Et je veux que tu sois concis, simple, en utilisant des phrases, voilà. Les informations à propos de moi. Qui veut faire le test ? Je regarde dans ce que vous m'avez mis ici. Présentation succinct. Ok. C'est bon ? C'est bon ? Ok. Donc là, vous m'avez dit, c'est quoi, c'est Zero Gravity, ouais ? Ouais. Bah, on va le faire en direct. C'est pas du tout pratique. Donc, alors j'ai vu qu'il y a des trucs, des solopreneurs qui traînaient. Hop, je vais mettre business. Et ouais, il y en a un là, for you buddy. Tchac. Donc tout ça c'est bon. Et là, je vais juste décrire votre business. Donc c'est une salle. Comment vous... Chute libre indoor, loisir. Salle de chute libre indoor ? Ouais. Ouais, je ne vois pas ce que je tape, donc... Hop, salle de chute libre indoor, ok. Et votre public que vous ciblez ? Bah, c'est loisir et B2B. Ok, si on en cible un particulièrement ? Pardon ? Si on en cible un particulièrement, le B2B ? Des professionnels. Donc en fait, là, vous allez voir... Oui, mais t'es en français, ça va quand même marcher. Ouais. Je pourrais lui parler en espagnol, en chinois, en n'importe quoi. En fait, il comprend... Des professionnels autour de Poitiers ? Par exemple. Là, en fait, quoi, donc les résultats vont être moyens, je pense. Mais quand même. Si jamais on précise un peu plus votre business, les problèmes que vous avez, si je vous donne un peu plus d'éléments en contexte, ça va être beaucoup plus performant. Votre personnage, Jean-Pierre Martin, professionnel local cherchant des activités de team building. Je n'ai jamais parlé de team building. Hein. Jean-Pierre cherche à renforcer la cohésion et la communication de son équipe, mais peine à trouver des activités. Ses douleurs, frustration face aux activités traditionnelles qui n'enthousiasment pas son équipe. Difficulté à trouver une activité qui convienne à différents âges et niveaux de forme physique. Crainte que l'activité ne renforce pas réellement les liens. Les tâches, trouver une activité, renforcer la cohésion, assurer que l'activité soit accessible à tous les membres de son équipe. Sa motivation, voir son équipe unie et performante. L'envie de se démarquer en tant que manager innovant et attentif au bien-être de son équipe. Ça, c'est, déclencheur, une récente séance de réflexion sur l'amélioration de l'ambiance, la productivité au sein de l'équipe qui n'a pas donné les résultats exploités. Ses barrières, son manque de temps, son budget limité et les appréhensions quant à la sécurité. C'est pas mal. Le contexte, il est conscient des bienfaits d'un... C'est pas mal, en fait. Ok. J'en avais d'autres après. Je peux vous montrer un truc, c'était pour créer du contenu ou faire un dispositif marketing. Vous voulez qu'on essaye ça ? Suite à ce truc-là. Puis après, on pourra en discuter si vous voulez. Il est 10h20, en aparté. Donc là, ce que je peux lui faire, oublie tout ce que je t'ai dit. Parce qu'en fait, ce qui se passe,
en fait, c'est que là, je lui ai donné un contexte. Donc j'aurais pu repartir d'un nouveau chat. Mais en gros, là, dans son contexte, on a travaillé un persona pour votre activité, etc. Donc j'aurais pu tirer le fil et continuer. Je vais repartir de zéro. Pareil, j'en ai un autre, hop, hop. Donc là, ici, je veux faire un dispositif marketing qui est, local business. Define, nanana. You speak in French. I want to describe, nanana. Donc là, en fait, je précise un peu en marketing plusieurs trucs. Ça, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais des mécaniques d'acquisition, comment vous pouvez acquérir de nouveaux clients, comment vous pouvez proposer une bonne première expérience, comment vous pouvez générer du revenu grâce à cette activité, comment vous pouvez fidéliser vos clients et comment vous pouvez favoriser le bouche à oreille, le referral. Je vais lui demander 3 étapes pour chacun des 3 critères que je veux. Des produits, donc on a dit des professionnels. Des professionnels autour de Poitiers. Et on a dit une salle de chute libre indoor, c'est ça? Ouais, baptême de chute libre. Donc là, il va nous sortir des idées pour votre marketing. En tableau. Vous avez vu, j'ai précisé en tableau, il me sort un tableau. Et là, je lui ai demandé aussi de me mettre un score d'impact. Quel est l'impact que ça va avoir? Je vous laisse lire. Série de vidéos qui montrent des témoignages, organiser un événement local, écrire des articles de blog sur l'expérience de chute libre, proposer une visite virtuelle du centre de chute libre. C'est des idées, c'est que du brainstorming, mais il y a quelques idées qui peuvent être pas mal à tester, je pense. Encore une fois, il faut vraiment l'utiliser comme ça. Formule parrainage qui amène... Enfin bref. Ça peut être super pertinent en fait pour justement générer quelques pistes, quelques idées, et puis après en fait avoir des trucs. Ah ouais, ça j'ai jamais pensé, mais si je... Voilà, désolé parce qu'en fait ça m'a... Voilà. Et vous pouvez le reproduire pour chacun de vos business et autres, donc sur tous les cas d'usage que je vous évoquais tout à l'heure. Il y a beaucoup de choses qui sont déjà faites. Ouais, bah c'est bien. On n'a pas que des mauvaises idées. Mais en fait, il y a plein de façons de l'utiliser. Là, c'est juste sur des prompts. Donc, j'ai bien choisi mes prompts. C'est des choses que j'ai testées et expérimentées. Je sais qu'ils sont pertinents. Et en fait, moi, dans une réflexion comme ça sur des projets clients, ça peut me faire gagner beaucoup de temps, en fait. Mais après, ça n'empêche pas que, j'ai fait tel truc avec tel autre client. Et puis, il y a ça aussi que j'ai vu passer un article. En fait, je fais des liens. Ça m'aide juste à poser un peu une base et à réfléchir à ça. Ça n'enlève pas, en fait, notre pertinence en tant qu'être humain, quoi. Donc, moi, ce que je propose en fait pour les boîtes comme ça, c'est de l'accompagnement en fait où on réfléchit sur les cas d'usage. Tu vois, on met pas les mains dedans. C'est en gros, on se fait une session avec tous les collaborateurs, on communique, on fait un peu de sensibilisation comme on a fait là. Et après, c'est OK. Qu'est-ce qu'on pourrait faire dans le quotidien? Qu'est-ce qui est galère là? Qu'est-ce qui nous prend du temps où on n'est pas épanoui, etc. Générer les devis là, ça c'est une plaie, ça. OK, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est quoi les outils? Comment on pourrait faire? Ce serait quoi l'idéal? Ah ouais, en fait, on tire les fils comme ça, mais avec les collaborateurs. Parce que le risque, moi, ce que j'ai vu, c'est comme tu dis, en fait, des gens qui l'utilisent un peu en cachette pour faire des posts LinkedIn, mais des posts, fais-moi un post LinkedIn sur le sujet. Le truc, ça sort sur LinkedIn, c'est grillé à 10 km que c'est de l'IA qui l'a fait. Et au final, ça n'apporte pas de valeur à l'entreprise. Là où si ce serait accompagné, encouragé et un peu encadré, enfin quand je dis encadré, c'est plutôt formé, ça peut produire des bons résultats. Et juste pour rebondir sur ce que tu disais là sur le côté créatif, j'ai vu une graphiste l'autre jour là, qui a répondu à un marché, une consultation, il fallait qu'elle fasse une première piste, première ébauche. Elle a fait un truc, ça colle pas. Et le client dit OK, attends, je vais faire j'ai fait des essais sur Midjourney. J'aimerais bien ce style-là. Ça me plaît bien là, ce style-là sur Midjourney. Est-ce que tu peux faire quelque chose comme ça? En fait, elle a pris la mouche, elle a dit non, mais c'est quoi? Mais on met pas en compète avec une intelligence artificielle, etc. Hors de question que je travaille dans ces conditions. Mais ça me dérange en fait, parce que c'était typiquement le genre de réaction qui fait que son métier, oui, va disparaître. Par contre, elle aurait utilisé ça dans son brainstorm, parce qu'elle, sa capacité de créatif, c'est « Ok, j'entends la problématique de mon client, j'essaye de comprendre et la retranscrire en fait en brief. » C'est pour ça que je ne suis pas du tout inquiété pour votre métier, tu vois, parce que vous êtes dans la créativité, dans l'idée originale. Il n'aura pas d'idée originale, vraiment au sens propre au premier du terme. Donc, l'idée là, de cette graphiste, non, en fait, il faut que tu t'inspires de ça, que tu prennes bien le brief, que tu arrives à bien parler à la machine pour faire des pistes de brainstorm générées un peu rapidement.
choisir une voie et après apporter ta patte créative. Voilà comment j'adapte, je mets de l'IA dans mon métier en fait. Et donc c'est pas une question de se faire manger ou pas par ça, c'est plutôt une fait de pas de surfer sur la vague non plus, mais de le mettre dans son métier. Et c'est vraiment un changement profond, hein, c'est qu'on réinvente nos métiers. Il faut être prêt à faire ça et avoir la curiosité pour le faire. Et si vous le faites, il n'y aura pas trop de risques. Mais bon. Voilà, merci beaucoup en tout cas. Je reste à dispo si vous voulez échanger en aparté sur ces sujets-là. Et merci de votre présence ce matin. C'était un plaisir de vous avoir nombreux. Voilà.